Bonjour, bonsoir, bonne matinée Internet et bienvenue dans ce dernier épisode du podcast de Mademoiselle spécial Game of Thrones. Je suis tellement émue. Je suis Mimi, je suis, vous le savez maintenant, une énorme nerd, surtout quand il s'agit de Game of Thrones. Et je suis très contente de faire cet ultime épisode une fois qu'on est un peu après l'effervescence de la saison. On a déjà débriefé le final avec Fab qui est là. Coucou Fab. Salut. Fab est en régie ce soir et c'est lui qui a déjà la gentillesse de cramer son mardi soir, donc merci Fab. Wesh. Et de nous faire passer vos questions, commentaires, théories vaseuses comme j'en ai reçu sur Instagram. J'aime beaucoup, n'arrêtez jamais de m'envoyer vos théories, c'est trop bien. Et je suis avec Tequila Tex. Salut Mimi, merci de me sauver en fait. Pourquoi je te sauve ? Parce que j'ai fait un dernier Take of Thrones. Ça fait 3 saisons que je fais des récaps de chaque épisode de Game of Thrones pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça s'appelle Take of Thrones et le dernier, je me suis tellement emmêlé les pinceaux. J'étais tellement en train de chercher mes mots. J'étais tellement en train de me demander ce que je pensais de la saison, du dernier épisode, de la série en général. J'étais tellement en train de... J'ai eu une sorte de crise existentielle mélangée à une sorte de crise d'angoisse. J'étais tout rouge, en train de suer devant devant mon téléphone, parce que je filme tout à la main avec le téléphone, etc. J'étais pitoyable, et donc j'ai décidé de ne pas l'archiver. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont saoulés par ça. Et je me suis dit, ok, séance de rattrapage avec Mimi, qui va un peu me driver, qui va un petit peu poser les bonnes questions, qui va réussir à structurer mes pensées à ma place. Et à faire sortir de moi la substantifique moelle qui va me permettre de clôturer ce chapitre, de refermer ce bouquin et de ne plus jamais en entendre parler, bien entendu jusqu'au préquel. Ou jusqu'au Winds of Winters qui Peut-être, sortiront un jour. Écoute, on ne sait pas. George R. R. Martin a confirmé qu'il est toujours en train de l'écrire et il a dit que si après, donc en 2020 il va en Nouvelle-Zélande pour une convention et il a dit que en gros si quand il vient à la convention Winds of Winter n'est toujours pas annoncé, les gens ont le droit de le séquestrer en Nouvelle-Zélande jusqu'à ce qu'ils le finissent. Et je suis là, peut-être mec, fais pas des paris comme ça sur la vie parce que ça t'a pas réussi jusqu'ici. Mais du coup peut-être 2020, peut-être plus tard, grâce aux fans néo-zélandais qui le séquestreront de façon efficace. Je le dis maintenant, au cas où c'est pas clair pour tout le monde, ce podcast va être 100% spoiler sur l'intégralité de Game of Thrones, la série. On va essayer de limiter au possible les spoilers des bouquins, parce qu'il y a des storylines très différentes dans les bouquins, mais on va en parler aussi, j'essaierai de faire au maximum des alertes spoilers pour des trucs qui sont dans le bouquin, et puis après il y aura beaucoup de théories basées sur le bouquin, où du coup on ne peut pas dire qu'on a raison, donc c'est pas vraiment des spoilers, selon ma charte personnelle du spoil. On peut se relaxer par rapport à tout ça maintenant aussi. Bah, je pense qu'on peut. Hein. Mais après, je sais qu'il y a plein de gens qui attendaient la fin de la série pour commencer les bouquins et qui étaient en plus, on va en parler, mais beaucoup de gens étaient un peu déçus de cette fin, n'est-ce pas ? Et de la façon dont ça a été amené en tout cas, et qui se sont dit, bon, bah, je vais entamer les bouquins pour me replonger dans cet univers et kiffer parce que les bouquins sont quand même bien de façon assez constante, même s'il y a des hauts et des bas. Et du coup, j'aimerais ne pas trop gâcher le plaisir des storylines vraiment qui sont pas dans la série du tout, tu vois. D'accord. Parce qu'il y aura des découvertes. Alors, commençons du coup, parce que peut-être tu as eu du mal à exprimer dans ton Take of Thrones. Qu'est-ce que tu penses de cette fin de Game of Thrones ? Je sais pas quoi. Je sais pas ce que j'en pense. Je suis déçu, mais je m'en veux d'être déçu. En fait, je me dis pour qui je me prends à être déçu en fait. J'ai l'impression que ça rime à rien d'être déçu par des choix scénaristiques, d'être déçu par la manière dont un truc se finit. Ça sous-entendrait que ça se finit pas comme j'aurais envie que ça se finisse, et c'est pas une bonne raison pour être déçu d'un truc. Ça dépend. En fait, moi, ma lecture de cette fin, c'est que je suis pas fâchée de la façon dont ça se finit. Je suis fâchée de la façon dont la fin a été amenée. Genre, je suis une farouche croyante dans c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et là, le voyage sur la fin, il était bif-bof. C'est très Lost, ça. Ouais, bah, j'adore Lost. Donc voilà. Donc même si la destination était cool, bah on a quand même eu un voyage plutôt décevant. Et du coup, je m'en veux pas d'être déçue dans le sens où je suis pas en train de leur dire non, mais ça aurait pas dû finir comme ça. Je suis en train de leur dire ok, la fin elle est cool, mais la façon dont vous l'avez amenée fait que cette fin, elle est beaucoup moins puissante qu'elle aurait pu l'être, notamment avec la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. On est censé accuser la mort de... Vraiment, on est full spoiler, ok. On est censé accuser la mort de Daenerys
pendant plus de 10 secondes, quoi. Enfin, là, vraiment, elle meurt. Ouais. Et après, t'as ce fameux cut où on passe à 3 ou 4 semaines plus tard. Ouais. Et du coup, c'est une scène un peu rigolote avec tout le monde qui est là, Edmure qui fait le loser, etc. Et je suis là, ok, donc vraiment, Daenerys, ça fait 10 ans qu'elle est dans nos vies. Bah, on a eu un épisode où elle devient méchante, et où elle vrille en tout cas, et 20 minutes d'épisode où elle est un peu Hitler et après elle meurt. Et c'est tout, quoi. Et je fais là, mais j'ai envie d'être triste pour Daenerys, j'ai envie qu'elle me manque, j'ai envie de ressentir tout ce que je devrais ressentir quand cette petite go qu'on a vue être vendue à Khal Drogo il y a 9 ans, elle atteint une fin qui est quand même tragique, même si elle a un peu vrillé. Et du coup, c'est ça que je regrette, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a privé d'émotion, mais c'est aussi pour ça que j'aime pas les spoilers. Pour moi, quand on spoil un truc, on me prive d'une émotion que je pourrais jamais avoir, tu vois. Je pourrais jamais découvrir le destin de Daenerys pour la première fois. Je l'ai fait, et c'était pas si impactant que ça aurait pu l'être, je trouve. Et surtout quand on repense à ce qu'on a ressenti quand Ned est mort, quand on repense à ce qu'on a ressenti pendant le Red Wedding, quand on repense à ce qu'on a ressenti pendant la mort de Hodor, quand on remate les épisodes en fait, et qu'on se rend compte de l'impact de ces morts-là et de la manière organique par lesquelles elles arrivent et du sentiment qu'on a qui est un sentiment d'injustice, mais par rapport au personnage, pas par rapport au scénariste, pas par rapport au showrunner. Et qu'on compare ça avec la mort de Daenerys qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui arrive ou trop rapidement, on se dit, le sentiment général, je dirais, et pour répondre à ta question, effectivement, j'ai l'impression que toutes ces choses qui ont mis 8 saisons à 7 saisons à 8 saisons. 8 saisons à se développer, qui se sont développées, où on a eu l'habitude que tout se développait très très lentement avec cette série en fait. Tout prenait, les arcs étaient extrêmement étendus et de voir ça, de voir ce genre de fonctionnement là condensé en une seule saison, ça provoque pas les mêmes émotions en fait et c'est rageant en fait. Voilà. Je suis assez d'accord. Mais est-ce qu'il y a... Parce qu'en plus, on a regardé le final ensemble. Tu m'as gentiment invité à le regarder sur ton excellente télé. Alors déjà, est-ce qu'on peut dire que j'ai fait un pâté de viande inspiré par... The Inn at the Crossroads, c'est ça? Le livre, le official Game of Thrones cookbook? Ouais, exactement. A Feast of Ice and Fire. A Feast of Ice and Fire, c'est un bouquin de cuisine inspiré par les recettes qui sont extrêmement, pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, extrêmement détaillés dans les bouquins et qui donnent l'eau à la bouche. Mais vraiment, ma life, Game of Thrones, j'adore dans la fantasy quand ils décrivent la bouffe, et dans Game of Thrones, ils décrivent tout le temps la bouffe, et c'est vraiment, je sais pas, il y a des gens qui s'en plaignent, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé les bouquins en partie à cause de ça, mais si tu prends tout Game of Thrones et que t'enlèves toutes les descriptions de bouffe, moi je suis triste, quoi. Ouais. C'est la meilleure chose, t'as la viande, t'as les machins, je suis là, yes, trop bien. Mais je dirais que, voilà, moi j'avais en rêve de faire une sorte de festin. Bon, j'ai fait une version miniature, vraiment microscopique de ça. Et j'ai acheté des bonbons et des machins. Et on a tous regardé le truc entre potes à la maison à 3h du mat en live, quoi, sur OCS, pour ne pas les citer. Et en fait, ouais, j'étais assez fier de moi. Je suis un bien piètre cuisinier, mais c'était une très bonne cette espèce de tourte, au bacon et au bœuf. Vaguement inspiré de plusieurs recettes du bouquin, hein, mais pas à la lettre, pas suivi à la lettre, parce que j'ai pas fait la pâte médiévale, parce qu'il t'explique tout, comment faire la pâte médiévale et tout. C'est mortel. Pour chaque recette, t'as la version médiévale telle qu'elle était faite à l'époque, et t'as une version un peu modernisée pour chaque recette. C'est hyper bien fait en fait. Je recommande vraiment ce bouquin. Je sais pas s'il a été traduit en français. Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a des bouquins de recettes inspirés d'eux, mais le cookbook officiel, je suis pas sûre. Mais peut-être qu'il a été traduit en français. Moi, je ne l'ai vu qu'en anglais, chez des bons nerds comme toi, qui du coup n'ont pas attendu la traduction pour la voir. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça dérouille. Et donc voilà, on a fait cette espèce de viewing party. Et donc, tu allais dire quelque chose à ce sujet. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Parce que je sais, quand on l'a regardé, il y avait plein de moments, enfin, il y avait plusieurs moments où tu étais là, en fait, j'aime bien. Tu vois, genre, ça, j'aime bien, ça va. Il y avait des moments où on était un peu en train de se dire, ah non, tu crois qu'ils vont faire ça va être un peu nul. Et finalement, ils le faisaient pas, donc on faisait, ok, cool, ils l'ont pas fait. Notamment quand
Alors, je dis pas que ça aurait été nul, mais quand Jon il tue Daenerys, après il y a Drogon qui arrive. Et on était là, ok, donc Drogon il va essayer de cramer Jon, et Jon il va pas cramer parce que c'est un Targaryen. Ouais. Et nous, comme des gros nerds, on était là, ouais, mais dans le livre, les Targaryens ils sont pas vraiment imperméables au feu, donc ce serait quand même un peu abusé, mais ok, c'est la série. Et finalement, ils l'ont juste pas fait. Ouais. Et j'étais là, Ok, bah, heureusement. c'est pas plus mal, tu vois. Ouais. Ils brûlent le. Si, quand ils crament le trône, t'étais content. T'étais là, ah, ça j'aime bien. Ouais, Ça, ouais, c'est cool. ouais. J'avais un sentiment en regardant le truc qui limitait les dégâts. Et après, tu sens le vide et tu te dis, est-ce que j'attends de cette série qui limite les dégâts ou est-ce que j'attends de cette série qui me fasse me lever de mon siège et fait Odor, Odor, ça voulait dire Odor. Tu vois, genre, c'est ça, quoi. Est-ce que les derniers épisodes que j'ai surkiffé au final, je crois que c'est saison 6, Hold the Door, et non, c'est peut-être saison 5, Hold the Door. Je sais plus. Mais en tout cas, En tout cas, la saison 7 et 8 ont été pensées en même temps. C'est-à-dire Ouais. qu'à la fin de la saison 6, ils se sont dit, ok, on décide de finir en 13 épisodes. ouais. Et du coup, la saison 7 avait déjà l'air un peu rushée et un peu genre, ok, ça va vite, on prend pas trop le temps de s'apesantir. Il y avait une forme d'espoir mais c'est parce qu'ils préparent une saison 8 de ouf, tu vois. Donc là, ils rushent. Bon, bah finalement, ils ont rushé jusqu'à la fin. Ils ont été très vite, même si je vais pas, tu vois, genre, il y a quand même des épisodes que j'ai adorés. J'adore toujours l'épisode 2 de cette saison avec je suis d'accord. l'adoubement de Brienne et tout. L'épisode 2 de cette c'était saison, très c'est un des meilleurs épisodes de la série, je dirais. Oui, pour moi, il est, Franchement, il est c'est fabuleux. j'en avais parlé quand on avait fait le podcast dessus, c'est le même réalisateur et scénariste que l'épisode où Jaime et Brienne sont dans le bain à Harrenhal et que Jaime dit à Brienne que quand il a tué le Mad King, c'était pour sauver King's Landing, et où c'est toute cette scène où il vient de perdre sa main, il s'évanouit dans ses bras, et c'était genre la meilleure scène de Jaime et Brienne du monde. Et du coup, c'est Brian Cogman qui a écrit l'épisode 2 de cette saison où Brienne notamment est adoubée, mais où il y a plein de petits moments de personnages qui sont trop cool. Et je suis très contente parce qu'il est parti bosser sur la série Seigneur des Anneaux. Ouais, mais moi je suis pas content parce que je voulais qu'il fasse son prequel. Ah bah non. Et donc là, il abandonne Westeros pour aller au Mordor là. Ouais. Il va dans la comté, il va faire tout ça avec Aragorn. Ouais, d'accord. Une partie de moi est contente de ça. Mais t'aurais aimé qu'il reste dans l'univers Game of Thrones parce qu'il développait un prequel et il a été abandonné son prequel. Sad. Et ce gars, c'est le réalisateur qui a réalisé je crois le season finale de Lost, si je dis pas de bêtises. Ah, alors je dis pas ça, les gens ils vont pas l'aimer maintenant. Non mais enfin en tout cas qui a réalisé les meilleurs épisodes. Il a bossé sur Lost. Il a bossé sur Lost de malade. Plein de trucs et il a un vrai Ryan amour Cogman, c'est le gars de Lost. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé pour faire Hold the Door. Parce qu'il y a du voyage temporel. Et alors, spoiler Lost, il y a 15 ans. Donc, Hold the Door, c'est Hodor qui meurt. Et en fait, il meurt parce qu'il y a une boucle temporelle où Bran, en essayant de le forcer à tenir... Donc, quand Hodor, il meurt, il tire la porte pendant que Mira Reed, RIP, vraiment, on pense à elle parce que personne n'a pensé à elle pendant toute cette saison, ça m'a saoulé. Mais il y a des rumeurs comme quoi c'est son père qui est au... Ouais, non, mais au Landry... Déjà, j'y crois pas. Ouais, et quand bien même, tu vois, fais-lui un petit big up. Mais bon, bref, on en a parlé dans le dernier podcast. Quand Mira Reed sort Bran de la grotte où il y avait le Three-Eyed Raven et que Hodor, il tient la porte, du coup, il hold the door. Bran, il rentre dans la tête de Hodor pour le forcer à vraiment... Il lui répète hold the door, et Mira aussi. Et là, ça fait un genre de boucle temporelle où Bran est dans la tête de Hodor jeune, qui n'est pas né avec une déficience mentale, qui était un petit garçon normal. Et l'enfant fait un genre de crise d'AVC et il se met à répéter hold the door, Hodor. Et c'est comme ça qu'on apprend que. Il entend comme des souvenirs du futur dans sa tête. C'est ça. Il entend des souvenirs du futur dans sa tête, c'est exactement ça. Et ça le fait vriller. Et c'est pour ça qu'il est bloqué sur cette phrase et qu'il devient un peu un bon simple et gentil. Et du coup, c'est la faute de Bran si Hodor est Hodor. Et en même temps, si Hodor était pas Hodor, Bran serait mort. Et du coup, c'est très compliqué. Il n'y a que toi qui as cette vanne et les quelques vieux qui sont en train de... Bref. C'est quoi la vanne ? C'est un morceau d'alliance ethnique. C'est bien ça. Ok, la team trentenaire. Yeah, la team même la team quarantenaire. Un podcast Mademoiselle avec 2 cadras chauves, c'est quand même très très rare. Petit à petit. L'hégémonie. L'hégémonie arrive. Merde. Et du coup, d'ailleurs, quand George R. R. Martin a dit à Benioff et Weiss, qui sont les showrunners de Game of Thrones, quand ils leur ont dit, il leur a dit en 2013 comment ça allait finir, il y avait 3 moments, enfin ils ont dit il y avait 3 trucs où on a pété un plomb en mode quoi, et je crois que le premier c'était Hodor, comment Hodor meurt et comment Hodor était Hodor. Mais fabuleux. Le deuxième ça devait être Stannis qui brûle Shireen.
Et le Ouais. troisième, c'était soit, alors ils l'ont pas encore confirmé, Ça mais aussi, c'est ça soit m'a- Daenerys qui vrille, soit Jon qui tue Daenerys, où ils étaient là, ok, chaud. Ça aussi, ça m'a rendu ouf, mais tu l'acceptes beaucoup plus facilement que n'importe quel événement de la saison 8. Hein. Je sais pas, ça dépend, parce qu'il y a des trucs que j'accepte, genre Sam qui devient maître de Bran, j'accepte. Davos qui devient Master of Ships, j'accepte. Oui, on accepte. Bronn mais- qui devient Master of Coins, j'accepte App, mais j'ai déjà eu un discours là-dessus. Mais du coup, tu vois, genre, je trouve que c'est pas une mauvaise fin. Et je suis même, en fait, je suis limite contente parce que j'avais vraiment peur d'avoir le seum parce que je me suis fait spoiler les bouquins du coup. Genre, j'avais fait la paix avec ça, mais il y a une différence entre faire la paix dans ta tête et voir vraiment le dernier épisode et être là en mode, ok, bah, je sais comment ça finit, les livres, tu vois, merci bien, HBO. Et en fait, je suis même pas vénère parce que ça a été tellement vite que je suis là. C'est pas grave parce que un jour, George R. R. Martin peut-être sortira ses livres et le jour où il les sortira, je vivrai vraiment les émotions comme j'étais censée les vivre et que je les ai pas vraiment vécues devant. Je pense que quand tu te replonges dans une œuvre littéraire aussi, tu oublies ce que tu as vu en fait et tu recrées visuellement dans ta tête une autre situation d'une manière différente. Je pense, j'ai jamais lu un bouquin après avoir vu la version légèrement différente du film, si ce n'est peut-être The Shining. Ah, t'as vu? Bah, c'est intéressant en plus Qui comme m'a un exemple peu fait parce ça. que Shining est considéré comme un très bon film, ça l'est, c'est Kubrick et tout, mais une très mauvaise adaptation. Ouais, Où le livre et exactement. le film sont très différents. Stephen King dit le film est cool, mais c'est pas un film qui respecte Non. mon livre. Après, il a essayé de faire sa propre adaptation, c'était horrible. Parce qu'en fait, le gars, il écrit des bouquins, il fait pas des films. Quoi, il a fait une adaptation de The Shining? C'était pas bien. Ah ouais? Ah ouais. Ah, ça c'est- devait être bah, infernal. bah, alors, il y a eu toute une période où Stephen King essayait d'adapter ses propres bouquins, ça n'a Ouais. jamais bien marché. C'était un téléfilm. Oui, Ouais. bah personne diffuse au cinéma Stephen King derrière la caméra, Ouais, t'as pas envie de ouais, voir ça quoi. ouais. Mais du coup, je trouve que c'est assez similaire à Game of Thrones, en tout cas aux dernières saisons, qui sont potentiellement cool à regarder, mais on peut pas dire que c'est une très bonne adaptation. Alors qu'au Non, début, on c'était arrive une au- adaptation très ouais. fidèle quoi. Ouais, complètement. On arrive au même résultat si ça se trouve, mais par d'autres moyens. Mais mais je pense qu'on arrive à reconstituer une sorte d'autre visuel mental en lisant un livre et en prenant peut-être des éléments de ce qu'on a vu et en le reconstituant. Je sais pas comment Alors, comment je vois, l'expliquer, c'est mais tu tu vois fais ce un que genre je veux de dire. patchwork de la tête des acteurs, les décors que Exactement. t'as vus, etc. Alors, pour Game of Thrones, c'est compliqué parce qu'ils ont vraiment tous les gosses, donc tous les Stark, etc. Ils leur ont mis quasiment 10 ans dans la gueule pour la série parce Ouais. que en vrai, là, Bran il devient roi, tu fais OK. En vrai, dans le bouquin, Bran il a 9 ans, tu vois, donc tu fais ouais, c'est Ouais. quand même, il est pas très vieux quoi, le gamin, Ouais, en plus ouais. d'être ultra chelou. Là, ça commence à être cohérent que Jon Snow il fasse tous ces Cela trucs, dit, il a on pas en- 14 ans quoi. On en est où dans les bouquins de rafraîchis ma mémoire? On en est où de l'évolution de Bran dans les bouquins là à l'heure qu'il est? Écoute, il est toujours dans la grotte Il est avec dans la le grotte. Three-Eyed Raven et il y a c'est sous-entendu que ils ont potentiellement tué Jojen Reed, les enfants de la forêt, et que peut-être qu'ils lui font quand à Bran ils il lui mange donnent à du manger. Ouais. ragoût, c'est pas du ragoût de chèvre si Ouais. tu veux. Donc il y a Ouais. ce bail de cannibalisme qui est un peu chelou, mais il est toujours là-bas. Donc dans la série, ça correspond à genre saison 4 ou 5 quand il arrive dans la grotte du Three-Eyed Raven, il y reste longtemps et c'est encore plus mystique. Enfin, Ouais. c'est ultra chelou. Et je t'avoue que moi, c'est pas ce que je préférais à lire. Enfin, dès qu'il y avait dans les derniers bouquins, dès qu'il y a un chapitre Bran, je suis là. Ouais, pénible. Ok, ça a aucun sens, c'est mystique, machin. Le Ouais. gars, il est jamais dans. Ouais, C'est mais même pas j'aime- comme s'il te révélait des Non, trucs ça- intéressants, tu vois. Ouais. Après, comme toi, t'aimes bien tout ce qui est théorie, Ouais. tout ce qui est lore, c'est vraiment cool. Moi, je suis hyper content que dans les livres, par exemple, toute la magie, même la magie des soi-disant gentils, à savoir les Old Gods et les Children of the Forest, Donc soit les quand Old même Gods- soit quand même basé sur des sacrifices humains, quoi. Oui, bah ça, écoute, tout ce qui est paganisme, généralement, on aime bien tuer des gens, quoi. Même Mélisandre, elle veut tuer des fils de rois pour prendre leur sang et tout. Mais alors attends, on va faire un point théorie, notamment théorie par Bien rapport sûr. à la fin de cette saison. Mais j'aimerais d'abord parler, en fait, j'aimerais bien profiter de ce podcast pour parler de ce que Game of Thrones nous a apporté et a apporté au monde culturel en général. Parce qu'on est quand même à un point où la plus grosse série du monde qui vient de s'achever, c'est une série de fantasy adaptée d'une saga de fantasy qui était certes connue, mais qui n'avait pas dépassé le cercle des gens qui aiment bien les trucs de chevaliers et de dragons, grosso modo. C'est devenu un phénomène et en fait, comment toi t'es devenu dans la vie t'es DJ, t'es pas du tout
analyste de séries télé, t'es pas analyste de bouquins, t'es pas spécialiste fantasy. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te passionnes tellement pour cette histoire que, pour la première fois de ta vie, tu fais des récaps en vidéo où t'es là, ok, mon avis, mes théories, Take of Thrones, c'est parti. Mais il y avait le côté un peu interactif, déchiffrement, déchiffrage plutôt Je l'ai. de la série et l'espèce de feeling que quand t'as lu certaines théories en ligne, t'as une sorte de secret que les autres gens qui regardent la série passivement n'ont pas, et tu peux briller en société en expliquant que R plus L égale J, tu vois. Et Donc, R plus L égale J, c'est c'est la vérité sur les parents de Jon Snow, donc c'était une façon de le dire sans le dire, c'est Rhaegar et Lyanna égale Jon, et c'était à la fois l'abréviation et une façon d'en parler en ligne sans dire clairement oui, tu sais, par rapport au fait que Jon est un Targaryen et que sa mère c'est pas sa mère, t'es là, ok, c'est un peu moins spoiler. Ouais. Et en fait, je me rappelle qu'à l'époque on appelait juste ça Promise Me Ned. Oui, parce que c'est le dernier truc que Lyanna a dit à Ned Stark, c'est promets-moi Ned, sous-entendu, promets-moi de protéger ce bébé, et du coup c'est pour ça que Ned l'a fait passer pour son bâtard à lui, parce que s'il disait que c'était un Targaryen, Robert il aurait dit bon bah on va le buter comme tous les autres Targaryens, même si c'est un bébé, car Robert était un good guy jusqu'à ce que ça arrive aux Targaryens où vraiment il était très à l'aise avec le fait de tuer des enfants et des bébés, donc il l'a protégé, il a respecté le vœu de sa sœur. Ouais. Quitte à mettre son honneur en péril, puisque t'es pas Ouais. censé faire des bâtards quand t'es honorable. Exactement. Et d'ailleurs, Kathleen a toujours bien eu le seum par rapport à ça, quoi. Exactement. Et donc ça, c'était une sorte de secret génial qui permettait de trop dire bien. hey, tu sais quoi, tu regardes cette série là, tu crois que c'est ça, mais en fait c'est pas ça du tout. En fait, C'était tellement une belle période quand je pouvais genre spoiler les gens, mais que je le faisais pas. Tu vois, genre j'avais ce pouvoir de mais tu sais pas. Mais oui, c'est non, mais en plus ouf. on pouvait les spoiler parce que c'était qu'une théorie. Oui, sur les parents de Jon Snow, on pouvait. Ouais. Mais sur genre le Red Wedding, Ah, tu vois, non, jamais de ma non. vie j'ai spoilé qui que ce soit sur le Red Wedding, à part des gens qui m'ont dit ok, je m'en fous, spoil-le-moi. Ouais. Et généralement, je triple check, genre, t'es sûr, t'es Ouais, sûr, t'es sûr. ouais. Ok, il se passe ça. Mais c'est rare d'avoir ce. Je pense qu'il y a eu ça avec Harry Potter un peu, mais j'étais Ouais. un peu trop jeune de. Ouais. Mais en même temps, je pense que Harry Potter, j'ai l'impression que la plupart des gens qui allaient voir les films, ils avaient quand même lu les livres. Ouais. Alors que là, Game of Thrones, c'était beaucoup plus niche que Harry Potter, tu vois. Typiquement, Ouais, typiquement, c'était pas un bouquin générationnel, quoi. Non, du tout. Mais ouais, cette espèce de feeling là m'a donné envie m'a fait kiffer le world building en fait. Et ce qui m'a donné envie de faire des récaps, c'est l'aspect world building. Et c'est cette espèce de fascination pour les théories, anticiper ce qui allait se passer, rejoindre créer des espèces de ponts entre des événements pour mieux comprendre la série, cette espèce de double lecture, triple lecture, quadruple lecture du truc. C'est ça ce qui m'a donné envie de le faire. Et à un moment, à une époque en fait, je travaillais pour Dailymotion. Je faisais une émission de télé sur Dailymotion qui était une sorte d'équivalent des Boiler Room en fait, qui s'appelait Overdrive Infinity, qui était Donc les Boiler Rooms, juste explique. les Boiler Rooms, c'est des DJ filmés en gros, c'est des DJ sets filmés. Et moi je m'occupe de présenter ça, de présenter la branche française de ça en fait aujourd'hui. Mais avant ça, je présentais un truc qui s'appelait Overdrive Infinity, qui était aussi des DJ sets filmés, sauf que c'était toujours, au lieu d'être dans des clubs itinérants, c'était toujours au même endroit, à savoir au studio Dailymotion en fait. T'avais ce studio Dailymotion qui était quand même un truc mortel, presque de mécénat en fait, qui donnait un accès à plein de gens pour faire du contenu vidéo gratuitement en fait. Fallait que tu t'inscrives sur un site, en gros, tu prenais un rendez-vous avec l'équipe de Dailymotion, ils disaient oui, ok, on te prend, non, on te prend pas, mais ils acceptaient vachement de gens, ils donnaient vachement de chance à vachement de gens, et t'avais des comiques qui faisaient leur émission, t'avais une émission sur les e-sports, t'avais Cyrus North qui faisait un truc tous les midis, t'avais, j'en sais rien, l'ABCDR du son, l'équipe qui sont devenus la sauce sur Rock ALM par la suite, qui faisait une émission là-bas sur le rap. Enfin voilà, ils donnaient leur chance à plein de trucs, et moi ils me donnaient ma chance pour faire pour diffuser des DJ sets avec toute une équipe payée par Dailymotion derrière, qui derrière les caméras et au montage, etc.
Et en gros, en parallèle à ça, ils essayaient de trouver des partenariats avec des marques. Et à un moment, ils ont été contactés par Orange pour faire un débrief de Game of Thrones Oh my god. inspiré par Talking Dead de Nerdist. Donc Talking Dead du gars qui faisait Nerdist, qui fait plus Nerdist parce qu'il Qui c'était était tant un de celle-là. débrief de Walking Dead, quoi. Oui, exactement. Et donc c'était inspiré par ce truc-là. Et ils m'ont demandé de faire ça. J'ai planché sur ce truc un petit peu avec des potes. Et au final, le feedback de Orange, c'était ah non, nous on veut un truc rigolo. On veut un truc avec un trône de fer en plastique qui dure 5 minutes. Et on veut que tu aies des invités méga connus qui ont rien à voir avec la série. On veut que tu invites Elise Moon pour faire des blagues. En même Tu temps, un podcast Game of Thrones avec Elise Moon, voilà, moi je signe. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais je signe. Mais par contre, en l'enfant, on m'a pas en 5 minutes, quoi. Ouais. Si tu me donnes Elise Moon qui parle de Daenerys, let's fucking go. Et donc ce truc-là ne s'est pas fait. Donc on a dit non, etc. Et ce truc-là ne s'est pas fait. Et j'étais un petit peu frustré. Et il y a eu une saison comme ça, une ou deux saisons où je me disais putain, c'est dommage que ce truc-là n'ait pas été fait. J'en ai parlé un moment sur Twitter. Et on m'a dit pourquoi tu fais pas tes propres récaps. Et la saison d'après, je me suis lancé. Waouh. Facebook Live. J'ai vu que Facebook Live à l'époque, l'algorithme, ça marchait à donf. T'es la seule. Je pense que t'es le seul gars que je connais qui n'est pas qui l'a pas fait en termes de marque ou de. Enfin, tu vois, juste t'étais toi dans ton lit en train de te filmer avec ton tel en mode alors pendant mais longtemps. En plus, ouais, une heure et demie de récap, ça va rien. Mal au bras à la fin. ouais, exactement. Ouais. J'ai essayé de le faire un moment avec un pied, ça marchait pas vraiment. Mais ça donne aussi une saveur très très artisanale au truc et tu vois. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les récaps rigolos où on n'était pas payé pour le faire. Ça fait partie de mon travail, c'est-à-dire c'est sur mes heures de boulot, mais aucune marque ne l'a sponsorisé parce qu'en plus, en termes de droit d'auteur des images, mon gars, j'ai quand même tout l'épisode en capture d'écran, donc c'est compliqué. Ouais. Et j'ai juste fait ça parce que j'ai vu des gens le faire et que je trouvais ça bien, et du coup, je l'ai fait. Quand je regarde maintenant les premiers, je suis là. C'est pas très marrant, c'est un peu pété. Je savais pas où me placer par rapport à est-ce que je fais des vannes sur l'intrigue. Est-ce que je fais des vannes qui vont parler aux gens qui ont lu les bouquins? Parce que ceux que je lisais sur Tumblr, c'était des gens qui avaient lu les bouquins et qui faisaient un peu des vannes en mode ah, regardez comme on est déçus de ce qui se passe parce que dans le bouquin c'est pas pareil. Et j'étais là, ok, mais en fait il y a plein de gens qui n'ont pas lu les bouquins. Ou est-ce que je fais des vannes de notre monde et de notre société à nous, mais appliquées à Game of Thrones? J'étais un peu perdue. Maintenant, je trouve que c'est plus cohérent sur les dernières saisons. Non, mais c'est vrai qu'ils sont hyper bien les derniers. Merci. Ils sont drôles. Ça me très drôles. Mais en fait, du coup, ce qui m'a donné envie de faire ce podcast Game of Thrones, c'est que j'écoute des podcasts culturels, n'est-ce pas? J'en ai déjà beaucoup parlé. Et donc, il y a ma goure Joanna Robinson qui en fait plusieurs. Et elle en fait un qui s'appelle Cast of Kings, où ils ont commencé saison 2 avec un gars qui s'appelle David Chen. Et aucun des deux n'était journaliste. Aucun des deux n'était spécialisé en pop culture, en série télé, ni rien. Juste, c'était une passion qu'ils avaient. Et ils avaient déjà des podcasts sur d'autres séries télé, dont Justified. Et ils n'ont pas commencé tout de suite. Série, Justified, d'ailleurs. Écoute, il paraît. Je ne connais pas du tout. J'ai lâché un peu en cours, mais c'est bien. Ils n'ont pas commencé tout de suite sur Game of Thrones parce que, en fait, au début, personne savait que Game of Thrones ça allait cartonner. Et là, ils ont ressorti, du coup, ils ont fait aussi leur épisode d'adieu et ils ont ressorti des articles qui disaient les ratings de Game of Thrones sont pas mal, mais c'est pas non plus Boardwalk Empire. Et genre maintenant, qui se souvient de Boardwalk Empire par rapport à Game of Thrones? C'était très bien Boardwalk Empire, mais tu vois, c'est incomparable. Et du coup, je les écoutais faire et je me suis dit que j'aimerais bien faire ce podcast-là, même si on avait d'autres en France comme Whisperos, parce que en fait, Game of Thrones, pour moi, ça a ancré un nouveau truc dans la pop culture qui est expliquer les trucs aux gens. Comme tu disais, genre, j'ai une théorie que vous avez pas pendant plein de saisons, c'était j'ai lu les livres et pas vous. J'avais fait des articles sur Mad qui racontaient qu'est-ce qui se passe dans les livres. Et c'était genre des articles tout écrits en noir, surlignés en noir. Et les gens étaient quand même vénères. J'ai quand même des gens qui m'ont insulté en mode t'es vraiment une connasse de publier ça parce que du coup j'ai envie de le lire. J'étais là, bah le lis pas. Genre c'est vraiment littéralement la solution est simple, c'est que tu le lis pas. Elle disait ouais mais ça se fait app. J'ai envie de le lire, tu vois. Je suis mais je sais pas, lis les livres. M'embrouille pas parce que je vais raconter, résumer un peu les bouquins. Ou du coup j'étais là bah Robb Stark qui meurt, machin. Enfin tant qu'on suivait les bouquins. Ouais. Moi, je savais ce qui allait arriver, donc je le disais pas dans la vie, mais j'ai fait des articles sur, ok, qu'est-ce qui se passe pour les Stark, qu'est-ce qui se passe pour les Lannister, qu'est-ce qui se passe pour les Targaryens et tout. Et c'était un vrai truc de amour-haine du côté des fans des fans de la série qui avaient pas lu les bouquins, de tu me mets un gâteau à la crème sous le nez,
et j'ai pas le droit de le manger. Je suis là, ouais, désolé, mais c'est pas très grave, tu vois. Et du coup, c'est la première fois que j'ai eu ce rôle-là de je vais t'expliquer un truc que t'es en train de regarder, mais je le connais mieux que toi. Parce que il se trouve que j'ai lu les bouquins et que du coup, tu sais tout ce qui peut se passer. Et après, il y a eu, ok, je vais t'expliquer les théories. C'est un truc un peu dark d'humanité, ça, un peu. Ouais, un peu. Mais en même temps, appliqué à un truc vraiment pas grave qui est une série télé, tu vois. Mais oui, il y a un vrai côté. Je te le pose là et en fait, jamais dans la vie on fait des articles surlignés en noir sur Mademoiselle parce que c'est juste si tu veux pas lire, t'ouvres pas l'article, tu vois. Ça spoil. Le titre c'était genre Game of Thrones et en fait à la fin, il y avait pas de spoiler dans le titre, il y avait pas de spoiler dans l'image ni rien. Donc c'était généralement ça suffit comme filtre, c'est t'as qu'à pas ouvrir l'article si tu veux pas savoir. Là, on a fait l'effort de tout surligner en noir au cas où machin veut lire que le destin de trucs. Et je suis là mais après tout est lié, tu vois. Si tu sais que Kathleen elle meurt, bon tu vas peut-être apprendre en même temps que Robbie meurt, c'est spoiler Red Wedding saison 3, voilà. Et du coup, c'était la première fois que j'ai eu ce rôle-là et que je me suis rendu compte que les gens ils voulaient ça et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le cas maintenant. Il y a plein de séries où il y a, tu vois, après chaque épisode, il y a des débriefs, il y a des théories, il y a des on a lu Reddit, voici ce qu'ils en disent et à la fois avec des séries très complexes comme Westworld qui est vraiment faite pour être analysée mais même sur un truc un peu... Un point chiant, d'ailleurs. Un point un peu chiant, oui. Mais même sur un truc vraiment con et fun comme Riverdale, il y a des théories toutes les semaines de c'est qui le Gargoyle King ou je sais pas quoi, j'ai arrêté Riverdale saison 1. Mais tu vois, c'est devenu un business et c'est devenu une passion d'expliquer aux gens ce qu'ils sont en train de regarder, juste parce que toi, tu l'as regardé aussi, mais tu penses que tu l'as mieux compris et je trouve ça trop cool. Enfin, quand je le dis comme ça fait un peu snob, mais en vrai, je trouve ça trop bien qu'on soit pas juste en mode waouh on a vu c'était trop bien mais qu'on soit là ok qu'est-ce que ça veut dire. Il y a toujours des gens qui vont être plus zinzin et qui vont être plus impliqués et qui vont te sortir des références genre non mais ce truc c'est clairement une référence à Nietzsche du coup si on se base sur Nietzsche voilà ce que ça veut dire et il va te convaincre tu seras là ok c'est sûr comme toi tu m'as convaincu qu'il y aurait Lovecraft à la fin de Game of Thrones. Je te crois toujours pas mais peut-être je te crois et je te crois pas à la fois mais tu m'as convaincu et tu m'as fait voir le truc différemment. Et je trouve ça vraiment cool que Game of Thrones ait réussi à fédérer le monde entier autour d'eux. On va pas regarder passivement, on va et je dis pas que le show l'a inventé, tu vois. Je pense que déjà sur Lost, je sais qu'il y avait ça, sur des plus vieilles séries. Oui, c'est Lost, je pense qu'il a inventé ça. À vrai dire. Je pense que Lost c'était la bonne série au bon moment d'internet pour lancer ça aussi. Incroyable. Moi, j'ai eu des feelings de mater Lost avec des potes et que mon pote Parawan, pour ne pas le citer, me dit attends, il s'est passé un truc il y a un truc sur la nageoire du requin là. Ah oui. Il y a un truc sur la nageoire du requin. On re-regarde l'épisode, on fait avance rapide, on fait pause. Regarde, il y a un logo sur la nageoire du requin. Et là, pendant une semaine, tu te ronges les doigts, tu dis ça veut dire quoi, c'est quoi ce logo ? Et c'est expliqué la semaine d'après. Et t'es genre, wow, incroyable. On s'est jamais expliqué. Lost. Oui, c'est jamais expliqué. Mais putain, qu'est-ce que c'était quand il te donnait un petit peu de biscuit. C'est ça, c'est qu'en fait. Il posait 10 000 questions en plus. Mais le petit biscuit qu'il te donnait, putain, tu le sentais, tu avais l'impression d'être méga satisfait par cette espèce de. Waouh, on t'a donné un jeu de piste et puis là on te donne le résultat du truc. Moi j'ai eu un petit peu ça quoi, sur la Tower of Joy, tu vois ce que je veux dire, ça faisait tellement longtemps. Donc la Tower of Joy c'est c'est la confirmation que Lyanna Stark et Rhaegar Targaryen c'est les parents de Jon Snow et la Tower of Joy c'est là où il y a Lyanna qui meurt et qui dit Promise me Ned. Et c'est un des rares flashbacks qu'il y a dans Game of Thrones. Le fait de le voir, sous le flashback ils ont justifié le fait que ce soit des flashbacks, puis ils avaient dit qu'ils en feraient pas vraiment, mais ils ont justifié ça en disant que c'est des visions de Bran. En disant que c'est des visions de Bran. Après, seul vrai flashback, c'est le truc de Cersei. Oui, la prophétie. Mais en vrai, ce truc-là était hyper jouissif, je trouve. C'est le moment hyper jouissif, ces trucs-là. Où t'es là, je le savais et j'avais raison. Tout le monde dans la fanbase sait que le perso asiate qui se retrouve sur l'île dans Lost, c'est... Tout le monde a deviné. Attends, on va pas spoiler Lost. Non, tu vois, je me dis, il y a des gens peut-être quelque part qui vont regarder Lost. Regardez Lost, c'est trop bien. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, c'est pareil que R+L égale J. En fait, c'était même plus une théorie, les parents de Jon Snow, c'était accepté comme, ok, on le sait. Donc il y avait des théories qui se basaient sur ça comme, c'est un fait, c'est une certitude. Et ça voulait pas dire qu'on avait le droit de le dire aux gens, qui avaient rien demandé, tu vois, mais c'était vraiment considéré comme... Ok, on le sait, on l'a trouvé, c'est pas grave. Et d'ailleurs, c'est ce que... Et quand tu le vois se déployer devant tes yeux, c'est quand même jouissif, non ? Ben oui, c'est trop cool.
Et c'est ce que George R. R. Martin a demandé à Benioff et Weiss au moment de leur confier la série. Exactement. C'était sa question test, c'était c'est qui les parents de Jon Snow? Ou c'est qui la mère de Jon Snow, je pense. Pas les parents, parce que les parents, c'est déjà un indice, tu vois. Ouais. Et ils ont bien répondu. Après, c'était pas les seuls à le penser. Mais en tout cas, ils ont bien répondu. Et apparemment, en tout cas, dans un peu la légende de la création de la série, c'est aussi ça qui a fait la différence. C'est ok, vous avez les bails. Vous savez que R+L égale J. Et c'est ça que je racontais aux gens pour me la raconter, moi. Je disais, tu sais, il a accepté que ce soit eux parce qu'il leur a posé la question. Avec quoi on va se la raconter maintenant, t'es qui? Il y a tout The World of Ice and Fire, si tu veux te la raconter. Et il y a tout le... Fab, il a un regard de détresse en mode « Oh non !» Et il y a tout le blog du gars qui fait des parallèles entre Game of Thrones et Lovecraft, si tu veux, un next level de racontage, où il t'explique que le Many-Faced God c'est Nyarlathotep, que... Alors là déjà je suis pas, tu vois, à part Cthulhu, moi je suis niqué en Lovecraft parce que j'aime pas trop Lovecraft, enfin j'accroche pas et du coup... Ah non mais moi j'ai jamais lu ces trucs là, j'ai jamais lu Lovecraft. C'est vraiment le gars qui parle pendant des heures de trucs qu'il a pas lu. Mais bien sûr. Je me base juste le mec qui écrit le blog là, écrit tellement bien, qui t'explique le truc hyper bien. Et donc voilà, oui, je pense que il y a encore le world building est tellement fat, le world building de George R. R. Martin est tellement sans fin. Oui, il y aura toujours des théories, mais ça intéressera moins de gens que c'est qui la mère de Jon Snow, tu vois. Mais du coup, ok, j'ai une salve de questions pour toi. À ton avis, genre là on est en free théorie, ce que tu veux. Elles sortent de ta tête ces questions-là, t'es vraiment forte. Hein. Bah j'ai mon plan en tête, t'as vu? Ah mais ça c'est je te rattrape. Truc où je te rattrape sur l'épisode. Je te respecte de fou pour ça. Hein. Ah bah merci. Mais c'est plus simple quand t'es plusieurs. Toi, t'es tout seul sur Take of Thrones. Ouais, en vrai, si tu me mets toute seule pour parler de Game of Thrones, je vais potentiellement me perdre un peu. Là, je sais où je veux t'emmener. Du coup, je t'emmène tranquillement. Okay. Vas-y, je te prends là sur mon scooter. C'est quoi ton idée préférée de ce que Arya elle va trouver à l'ouest de Westeros? Qu'elle trouve l'est des sauces, quoi. Ah, qu'elle fasse le tour et qu'elle revienne à Essos et qu'il n'y ait plus. Parce que leur planète est censée être un peu plus grosse que la Terre, donc tu penses vraiment qu'elle va aller tout droit sur l'équivalent de l'Atlantique Pacifique pendant bien des semaines et qu'elle va arriver à Essos et qu'elle va faire Ah! Et si elle arrive à Essos, elle arrive dans les Shadowlands et les trucs dégueulasses. Ah, vas-y, raconte, c'est quoi les Shadowlands? Bah, les Shadowlands, tu vois, il y a Asai Under the Shadow. Alors moi je vois, mais les gens, tu vois, je vois le rire nerveux de Fab. D'où elle vient, Mélisandre? D'où elle vient, Mélisandre? De Asai. Elle vient de Asai. On dit Asai. D'où vient Quaithe, la fille avec les losanges sur le visage qu'on voit 10 secondes pendant la... On voit vite fait dans Game of Thrones avant qu'il l'abandonne totalement, mais... Le truc le plus rageant. C'est quand Daenerys elle a ses visions cheloues à Kars et tout, il y a cette meuf avec un masque fait de losanges qui lui dit des trucs chelous et elle réapparaît plus. Des trucs chelous à Jorah d'ailleurs, qui a cramé avant tout le monde que Jorah était amoureux de Daenerys. Vraiment tout le monde l'a cramé jour 2, mais sauf Daenerys. Mais bon bref. C'est là, oh bon fidèle garde du corps. Et donc Asai. On va dire Asai. Asai, c'est un peu le Mordor de Planetos, donc la planète sur laquelle il y a Westeros et Essos. Ce nom n'est pas validé par George R. R. Martin, c'est juste plus simple de dire Planetos. Donc en gros, Asai, c'est l'espèce de dernier truc de civilisation avant un monde qui n'a pas été exploré. Oui, c'est le bord de la carte, quoi. C'est le bord de la carte, mais il y a quand même des pirates qui vont là-bas, il y a quand même des gens qui font du commerce là-bas, il y a quand même des bateaux qui vont jusqu'à Asai, notamment dans les bouquins. Asai est mentionné plein de fois. C'est là d'où vient Mélisandre. C'est là d'où viennent. Il y a apparemment les Shadows, les magiciens qui dealent avec un peu les ombres là. Donc, en l'occurrence, Mélisandre, quand elle accouche de son bébé ombre, et ben ça vient de Asai. C'est censé être une terre d'ombre. C'est censé être une terre. C'est Shadowland, quoi, comme tu dis. En gros, la ville est construite dans cette pierre noire mystérieuse qu'on retrouve à plein d'endroits dans Westeros, notamment sur le trône des Iron Island.
Et cette Les espèce de... Iron Island, c'est chez les Greyjoy, c'est chez Ouais, Theon, exactement. Yara, etc. Ils ont un trône spécial parce qu'à la base, ils élisent leur roi, qui maintenant est un gouverneur puisqu'ils sont les 7 royaumes. Ouais. Ils ont un trône et sur leur trône, il y a cette fameuse pierre chelou de Asai. Ouais, en fait, le trône, ils l'ont trouvé tel quel, sculpté en forme de kraken. Et ils l'ont trouvé tel quel sur la plage. C'est pas les Rappelons qu'on espère toujours qu'il y a un kraken à un moment dans les livres. C'est pas, c'est un truc qu'ils ont trouvé. C'est pas les First Men qui l'ont construit. Donc apparemment, c'est construit par une civilisation ancienne. C'est pas les Children of the Forest parce qu'ils auraient rien à foutre sur cette île-là. C'est pas les géants parce que ils construisent pas de trucs. Donc, et qu'en plus, c'est un trône à taille de personne globalement. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Donc c'est une espèce de mystère autour de cette pierre qu'on retrouve à plein d'endroits, hein, vraiment à plein d'endroits dans Essos, même je crois dans la citadelle, je crois qu'on en retrouve. Bref, c'est la un truc citadelle, c'est là où il y a les mestres, là où Sam il a nettoyé beaucoup de caca pendant un épisode. Ouais. J'ai dit peut-être une connerie d'ailleurs. Les notes de bas de page chez les bacs. Mais en gros, là, dans les Free Cities, il y en a aussi de la Blackstone, là, la Oily Blackstone. Donc tout Asshai, et c'est une pierre qui absorbe l'énergie, c'est une pierre mystique, c'est une pierre... ouais, c'est pas juste une pierre noire, c'est un truc chelou. C'est genre, une pierre en gros, une pierre extraterrestre, ou en tout cas sous-marine, ou je sais pas, une espèce de truc mystique, maléfique. Qui n'est pas de ce monde. Il n'y a pas d'enfants à Asshai. Les poissons sont défigurés à Asshai. L'eau est noire à Asshai et tu ne peux pas la boire. Il y a jamais personne dans les rues à Asshai. Il y a que des gens qui avancent voilés derrière des masques pour aller dans des endroits mystiques, etc. Pour faire des trucs chelous de gens chelous d'Asshai. Et c'est Asshai, c'est encore la version la plus civilisée d'un espèce de monde mystique qui est aux portes de Asshai. Quand tu suis l'espèce de rivière qui traverse Asshai, tu vas au bout d'Asshai, et là, il y a une espèce de cité. Je vais regarder sur internet pendant que tu parles tout à l'heure pour retrouver le nom de la cité, et c'est la cité où vivent des esprits, des dragons, où même les Shadowmancers ont peur d'aller, et où personne c'est un genre de cité interdite, quoi. En fait, c'est pas vraiment le Mordor parce que le Mordor a pas trop de côté habité. Enfin, le Mordor, c'est une terre de désolation avec que des orques et tu vois, il y a pas de civilisation qui est là-bas. Mais c'est c'est une civilisation, mais c'est là où le côté Lovecraftien rentre en compte, c'est que c'est un truc qui répulse les êtres humains, où tu sens que t'as pas ta place en tant qu'être humain normal, et que du coup, il y a plein d'entités qui vivent là, plein d'êtres qui vivent là. Tu vas devenir fou si t'y vas. Ouais. Que juste si tu poses les yeux dessus, tu vas devenir fou et tout. Et ce qui rejoint un peu les terreurs cosmiques que Lovecraft et d'autres ont développées, c'est des êtres tellement inimaginables et qui devraient pas exister que quand tu les vois, tu vrilles. Ce qui se retrouve un petit peu. Et du coup, c'est vrai que si... En fait, à la base, j'étais un peu déçue par ta réponse parce que j'ai dit, si Arya, elle fait le tour et qu'elle arrive à Essos, c'est chiant. Mais en fait, si elle arrive à Essos du côté... c'est ce côté-là. Essos, c'est le continent où il y avait Daenerys, là, c'est le sud-est, c'est l'Asie, entre guillemets, de ce monde-là. Si elle arrive de ce côté-là, et qu'en fait ce côté-là il est zinziflex parce que c'est le côté où il y a Asai, etc., je suis là, ok, ça serait intéressant, mais est-ce qu'elle... Enfin, à la fois, tu vois, je pense que je suis toujours dans mon mindset de la série parce que je me dis, imagine un jour il y a un livre sur qu'est-ce que Arya elle a trouvé. Soit elle arrive là et elle meurt direct et c'est chiant, soit elle arrive là et elle arrive à s'en sortir et je suis là, ça va de laisser Arya le droit de tout faire et d'être plus forte que tout le monde. Non, parce que moi, ce que je pense qu'il se passe, c'est que c'est faux, que c'est un endroit complètement taré où tout le monde meurt. C'est que c'est juste que les aventuriers sont jamais allés jusque-là. Ou qui sont jamais revenus parce qu'en fait c'était peut-être sympa. J'en sais rien. Tu vois, genre il est parti par là-bas et il n'est jamais revenu, peut-être c'est plus sympa là-bas que chez vous. Vous vous dites pas que peut-être là-bas ils ont l'eau courante, tu vois, genre peut-être ils ont le wifi. Ah ça y est, non mais c'est possible parce que quand tu regardes les cartes de George R. R. Martin, il y a pas que Asshai et après il y a toute une partie des sauces où tu es censé avoir The City of Winged Men. La cité des hommes ailés. Ouais, la cité des hommes ailés. Littéralement flap. Il y a la cité des hommes reptiles, il y a des milliards de trucs. Il y a Carcosa, qui est un truc clairement Lovecraftien, qui était déjà dans True Detective. Il y a des villes, il a mis un peu des noms de villes un peu au hasard. Ouais. Un peu genre, vas-y, on peut pas dire Bourgoin-Jailleux parce que ça fait pas rêver, mais on va trouver des noms de villes un peu sympas. Et en gros, il y a toute une partie des sauces qui est... où il s'est passé un cataclysme en gros et il y a des mers entières qui se sont asséchées et personne n'y va et même
les Dothraki, les Dothraki n'y vont jamais, c'est sûr, c'est parce que En même temps, eux, ils sont très superstitieux de base, tu vois, genre. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que tu peux décider que tout ça est vrai, entre guillemets, et que les gens ont raison d'avoir peur et tout, ou tu peux décider que c'est une forme de superstition, comme il y a eu à des moments dans l'histoire de l'humanité, et qu'il y a toujours pour plein de trucs, et que peut-être, en fait, il y a quelqu'un de random qui a pas tous les bails de superstition, qui va littéralement juste y aller et faire « Bah quoi ?» Ça va, c'est sympa, tu vois. Genre, vous m'aviez pas dit que c'était interdit, désolé, j'ai fait un tour par là, bon bah au final, c'est pas... Ils ont quand même construit une sorte de wall. Le peuple de Yiti, qui est un petit peu les Asiatiques de Game of Thrones, oui, clairement. de ce monde-là. Donc Yiti et Leng, qui ça pourrait être la Chine et le Japon, en gros. Oui, pour moi, il y a un aspect un peu... tu vois, si les Dothraki sont un peu mongols, perses, on est un peu plus à l'est, et du coup, on commence à tomber dans l'Asie du Sud-Est. Et ils ont fait une sorte de grande muraille de Chine pour repousser des forces maléfiques pendant la Long Night. En gros, The Lion of Night. Et donc tout ça, ça se passe à l'extrême est d'Essos. Et personne ne sait si les deux se rejoignent. Mais a priori, si la Terre est ronde, c'est ce qu'il y a, à l'ouest de Westeros. Il y a la théorie la plus terre-friendly, qu'il y a un continent entre les deux, tu vois. Qu'il y a un genre d'Amérique du nord et du sud de Planetos où, du coup, Arya pourrait finir. Alors, j'ai vu pas mal de gens dire... C'est un peu ouvrir la porte à un séquel sur Arya et tout. Moi, je pense pas du tout parce que je pense pas qu'ils vont le faire. Non, je pense pas que l'actrice a envie de le faire et tout. C'est vrai que c'est mais cool d'avoir dans 10 ans, des si quelqu'un décide de le faire, personne ne pourra l'empêcher. Oui, à part une fois qu'il a les droits, c'est bon quoi. Regarde, moi je pense toujours à Star Trek en fait. Bah du coup rappel pour. En fait, Star Trek, il y a eu une première série dans les années 60. Ouais. Et ils sont encore en train de faire des séries qui se passent avant, qui se passent après, qui se passent pendant, qui ont des tons très différents en plus. Exactement, dans des endroits complètement différents de la galaxie, etc. Et qui sont toutes plus ou moins canon, en fait. Il y a des libertés qui sont prises. Quand tu dis canon, ça veut dire que c'est reconnu comme faisant partie de l'univers. Canon de l'univers, c'est-à-dire c'est pas une fan théorie, c'est pas une fanfic. C'est pas quelque chose de canon, parce que c'est trop bien. Non, mais bon, ça reste des termes de nerd, écoute. Voilà, t'es qui, soyons honnêtes sur notre statut ici. Oui, effectivement. Donc, si je me dis que si Star Trek, c'était pas la série qui avait le plus marqué les gens et ils ont réussi à en faire quand même 12 spin-offs, tu vois, je me dis que peut-être qu'on va bouffer du Game of Thrones pendant les 40 prochaines années. En tout cas, c'est ce qu'ils vont tenter avec les spin-offs en développement. Donc, on a vu tout à l'heure ensemble que le fameux spin-off, donc il y a un spin-off qui est confirmé, c'est sûr, il y a Naomi Watts dedans. Ouais. Et pas mal d'autres membres du casting qui se trouvent être pas blancs, ce qui est original pour Game of Thrones parce que vraiment c'était quand même Babtou Party Game of Thrones pendant toute la 8 saisons. Et le titre de travail c'est Blood Moon. D'accord. Et ça se passerait environ 10 000 ans avant, pendant la première Long Night. Alors, et ce serait centré sur, selon source Le Sun, qui est un tabloïd britannique, donc ça vaut ce que ça vaut. Ce serait centré autour de la Long Night et de la naissance des White Walkers et de la naissance du Night King. Jusqu'à présent, on savait que ça parlait de la Long Night. Oui, c'était d'ailleurs le premier titre de travail, c'était la Long Night. Le titre de travail, c'est la Long Night. Cette histoire de Blood Moon. Ça a l'air d'être le nouveau titre de travail. Je l'ai appris en même temps. Ouais. C'est une information du Sun. À prendre avec des pincettes. Mais si c'est le cas, est-ce qu'on peut déduire de ça que ça fait référence au Bloodstone Emperor ? Et c'est là où il va falloir à la fois que je te rattrape et en même temps genre que je m'excuse auprès de Fab parce que du coup on va commencer à partir loin. Peut-être que tu pensais qu'on était loin. Ah oui, pour moi ça fait déjà une bonne demi-heure que vous êtes parti loin. Ok. Salut. Est-ce que alors du coup avant qu'on parte trop loin, est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui disent des trucs, peut-être des trucs plus factuels, plus concrets, plus près de Game of Thrones auxquels on pourrait répondre? Parce que sinon un jour on créera un podcast avec Teki qui s'appelle juste Teki et Mimi sont zinzin sur Westeros et du coup on inventera des choses. Vous êtes partis et les gens ils sont juste en train de débattre entre eux de ce que vous êtes en train de raconter, mais rien de particulier. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réactions. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à dire des questions, je viendrai dire des questions. Je les interromprai si j'y arrive. Non, mais tu lèves la main, tu sais, Fabrice. C'est pas gagné. Je te laisserai pas comme ça tout seul. Hein. Bon, ok, du coup, avant qu'on devienne vraiment zinzin, on va essayer de garder les gens. J'ai vu qu'il y avait il y avait deux interprétations de la fin de Jon
Snow dans Game of Thrones, où il y en a qui, moi je pense qu'il part pour de bon. Je pense qu'il part au-delà du mur et qu'il va vivre là-bas. Oui, on comprend pas très bien s'il va. Et il y a un doute de, en fait, est-ce qu'il part juste en expédition comme ils font les Rangers de la garde de nuit, il va revenir. Ou est-ce qu'il abandonne pour la 12e fois le poste qu'on vient de lui donner. Mais cette fois, c'est la bonne. Comment tu l'as interprété la fin de Jon Snow? Et pour toi, en fait aussi, comment au-delà de sa dernière scène littéralement où c'est lui qui se retourne et qui voit la porte du mur se refermer, comment t'as interprété son destin, le fait qu'il soit envoyé en exil au-delà du mur, etc. J'ai l'impression qu'il n'est pas envoyé en exil au-delà du mur. Non, il est envoyé au mur, pardon. Il est envoyé au mur, et c'est lui qui décide de partir au-delà du mur. Je trouve que la version Westeros de la prison, à savoir envoyer les gens au mur, je la trouve méga relax en fait, parce que t'es au mur, rien ne t'empêche de te barrer en fait. Bah si, parce que vraiment, le pilote de Game of Thrones il s'ouvre par un mec qui s'est barré et Ned Stark il le décapite, tu vois. D'accord. Quand même. D'accord, mais dès que tu te fais choper habillé tout en noir, oui, mais en même avec temps, peut-être l'accent du mur, on sait pas. En même temps, les recruteurs, oui, genre ils Yoren, se barrent, ils vont où ils veulent. Bah ils vont recruter. Ils vont pas recruter, ils vont récupérer les condamnés. Le truc c'est qu'à la base le mur c'était un truc un peu prestigieux de on va défendre The Realm of Men, machin, et finalement c'est devenu un truc pour les pouilleux et les violeurs et les voleurs et auxquels on disait soit tu vas en prison parce qu'ils ont quand même des prisons, soit tu vas en prison, soit tu vas au mur, et c'était là vas-y je vais au mur, au moins il y a 2 repas chauds par jour, tu vois. Ce qui est un peu triste, mais il y a pas assez de réflexion sur les classes sociales dans Game of Thrones. Et du coup, les recruteurs, ils y vont, mais tu vois, à la base, Arya, quand elle part de King's Landing, elle est avec Yoren, qui est recruteur. Oui, elle peut récupérateur de gens pour la garde de nuit. Ouais. Bon, bah, t'en as 3 dans une cage, les autres, ils suivent. Et oui, bah, barre-toi. Ok, tu peux te barrer, mais. Ouais, mais bon, c'est plus facile de déserter le mur que de t'évader de prison, en gros. C'est ça ce que je veux dire. Ah oui, c'est sûr. Ils finissent tous chez Craster, c'est la teuf. Ouah, Craster, franchement. Ils finissent chez Craster quand ils arrivent à 15, parce qu'à la base Craster il est là, salut, enfin tu peux pas avoir un gars du mur tout seul qui arrive chez Craster et qui fait salut, tu peux m'héberger, ils sont 15 et il y a le Lord Commander, admettons, mais au final ils le zigouillent et ils font la teuf quoi. Et là c'est pareil, Jon Snow, et s'il décide, en fait Jon Snow il est condamné à mort, mais s'il décide d'aller au-delà du mur, il y va, et qui va lui dire quoi? Il va juste continuer à être condamné à mort mais faire sa vie quoi. En fait, soit il l'a fait au mur, ce qui est chiant, soit il l'a fait au nord du mur en espérant que ce soit mieux. Mais il peut jamais revenir à Westeros. Mais quelles sont les conséquences de ça chez les gens de Westeros? Ils se disent pas aucune. On a envoyé Jon Snow au mur et finalement il a décidé de partir au-delà du mur et de devenir une espèce de King Beyond the Wall. Il y a des conséquences à ça. Enfin, je veux dire, c'est un déserteur du coup. Est-ce que c'est un déserteur? Pour moi, il y a une vraie conséquence de base qui est que c'est le dernier Targaryen. Il y a quand même un dragon en liberté. Mais ça, on va dire que il s'en occupe pas. Mais en fait, le truc c'est que il n'y a plus de garde de nuit. Ils font genre, il y a encore une garde de nuit, mais il n'y en a plus. Même Jon, il fait, mais comment ça aller au mur à la Night Watch exactement. Au mur de quoi? Pour surveiller quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de White Walkers, donc on n'a plus de raison d'être. Mais à l'époque, j'espérais dans les derniers instants, bleus, là. De voir un truc, un symbole, tu vois, genre une spirale, quelque part, genre, oh merde. En fait, it's not over, je rêvais de ça. Alors, à la place de ça, on a eu un petit brin d'herbe qui a été. Parce que A Dream of Spring, le printemps est arrivé, l'hiver est fini. Ils pourront vivre au-delà du mur et vivre moins en galère dans la neige, on va dire. On va partir du principe que ça va fondre. Mais en même temps, t'imagines si ça avait fini avec un soupçon de White Walker, c'est vraiment genre. On fait une boucle complète quoi. Cette série n'a littéralement servi à rien. On commence avec un ennemi, on le bat dernière saison. Et le dernier plan, c'est en fait, il est peut-être toujours là. Ah, ça aurait été chiant. Mais j'attendais un peu d'inquiétude, je pense, de cette fin. Notamment quand Bran il dit, je vais localiser le dragon. Et tout le monde est là, haha, sacré Bran. Et je fais, peut-être inquiétez-vous parce que le dragon, il a quand même ruiné votre ville il y a 1 mois maximum. Donc, peut-être inquiétez-vous du fait que Bran va le chercher. Non, pas du tout. Pareil, on envoie Jon au mur. Jon is bar, personne ne s'inquiète. Fab Flo. Il y a Oriane sur le chat, justement, par rapport à l'hiver, qui demandait, est-ce qu'il y a l'hiver parce qu'il y a des marcheurs blancs, ou alors est-ce que les marcheurs blancs viennent parce que c'est l'hiver? Ça, je me suis cassé la tête là-dessus la semaine dernière. La grande question. Incapable de dire. L'œuf ou la poule? Je pense que la devise des Stark, que chacun connaît, Winter is Coming, indique que les marcheurs blancs amènent l'hiver avec eux.
Après, pendant longtemps, il y avait plus de marcheurs blancs, en tout cas plus selon les hommes. Il y avait quand même des hivers qui sont des hivers longs, mais en fait, les saisons à Westeros, elles ont pas de sens dans le sens où tu comprends jamais vraiment comment ils survivent à un hiver de 2 ans, les gars, quoi. En termes de... Enfin, ils ont pas de conserve, c'est con, mais la vitamine D, elle vient d'où? La bouffe, elle vient d'où? On sait pas trop et tout. Donc on sait qu'ils préparent leur récolte pour l'hiver, mais on est sur un hiver très très long. Donc je pense que l'idée de cette fin, c'est que l'hiver était lié aux White Walkers et qu'effectivement, il n'y a plus de White Walkers, donc l'hiver ne vient plus, il est parti. Est-ce que du coup, on pourra avoir un séquel dans 20 ans où c'est le réchauffement climatique de con et où il fait beaucoup trop chaud à Westeros et il n'y a plus de récolte? Peut-être. Ou peut-être que ça va être juste tempéré toute la vie. Mais moi, ma lecture de la devise des Stark, c'est que l'hiver vient avec les marcheurs blancs, historiquement, et qu'à un moment, il n'y a eu plus de marcheurs blancs, mais il y a eu l'hiver quand même. C'est une réponse en demi-teinte. Donc là, l'hiver est parti parce que qu'il n'y a plus de marcheurs blancs. Okay. Ouais. Moi, je pense que les marcheurs blancs profitaient de la venue d'un long hiver pour revenir. Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus cet hiver-là et pas l'un des 12 hivers ou l'un des je sais pas combien d'hivers qui se sont passés entre la première et la deuxième Long Night. Tu penses qu'ils savaient qu'il y avait un hiver particulièrement long qui arrivait. Exactement, et qu'ils se sont dit ok, c'est notre chance. Propice à leur arrivée et à leur ça décuple leur force, je suppose. C'est bien pour ça qu'ils sont pas venus avant, parce qu'ils étaient là depuis le début en fait. Ok. Eh bien, deux théories différentes. Je pense. Cool. Mais en fait, je suis un peu perturbée parce que dans le final, il y a cette fameuse scène où on est à King's Landing qui est complètement ravagée et il y a Jon qui arrive pour voir Daenerys et il y a une immense masse de neige ou de cendres, on sait pas trop, qui se réveille et en fait c'est Drogon. Et c'est des cendres. Bah, le truc c'est que les si showrunners, alors visuellement au début c'est clair que c'est des cendres, mais dans cette scène là on dirait vraiment de la neige. Et les showrunners ont dit c'est les deux. Et je suis là. Mais quoi? Je pense vraiment Tyrion qu'on était amoureux de Daenerys. Elle avait oublié l'existence de Euron. Plus ça va, plus j'ai envie d'arrêter d'écouter les showrunners parce que vraiment ils donnent des explications cons à leur truc et du coup il y a de la neige nulle part ailleurs, donc ça veut dire c'est pour ça que c'est con. Qui tombe, c'est pas des cendres mais c'est de la neige. Non, c'est les deux. Quoi? Ils ont littéralement dit c'est les deux, je sais pas quoi te dire. J'ai vraiment pas envie de leur cracher dessus, tout le monde le fait, mais je suis là, mais les gars, peut-être des fois, répondez pas. Les cendres, ça fait... Oui, c'est littéralement le propos, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cendres sur ce film. Comment est-ce que les cendres recouvrent un dragon qui vient de se mettre là 10 minutes avant? C'est ça aussi l'histoire. Beaucoup de cendres pour un... Donc bon. Mais qu'il ait mis les cendres lui-même par-dessus. Ah ouais, il se roule. Comme un petit lézard qui s'enterre dans le sable. C'est bizarre cette histoire. J'ai retrouvé le nom de la ville fantôme de aux portes de Asshai, c'est Stygai. Stygai. Donc du coup, je rappelle que si vous voulez vivre dans le monde fantastique qu'il y a dans la tête de Tequila Tex, il faut lire A World of Ice and Fire et Fire and Blood. T'as lu Fire and Blood? Non, même pas. Non, mais il paraît que c'est bien. Hein. Ouais. Non, je vais me le lire, ça. Je vais me le faire. Remettre à la lecture quand on est un vieux gars qui lit que des articles sur Internet et des Wikipédia, et des récaps rigolos. J'ai une liste de lecture sur l'origine du streetwear à Shibuya que je dois d'abord lire avant de lire ça. Ça, t'en feras un podcast avec d'autres gens. Moi, je serai pas là. Mais ce sera très bien, j'en suis sûre. Donc voilà, si vous voulez vivre dans le monde fantastique de Tequila Tex, des plus deep dark secrets de Westeros, il faut lire A World of Ice and Fire, qui est l'encyclopédie des millénaires et des millénaires avant Game of Thrones. C'est les grandes légendes de ce truc-là. C'est comme lire... un peu la Bible ou des trucs comme ça. C'est un bouquin d'histoire, un atlas, une Bible, tout mélangé. Et donc quand ça parle de Stygai, ça dit c'est la cité des cadavres hantés, des créatures déformées, des démons, des dragons qui sont censés vivre dans cette ville. Et même les Shadowbinders, donc les maîtres des ombres, ont peur de cette ville. Wow. Très peu de choses sont connues sur Stygai. C'est juste que ça. Tout ce qu'on sait, c'est que
c'est une ville qui ne voit qui ne voit la lumière du soleil que pour une très courte période chaque jour. Voilà. Ok, donc l'Islande, globalement. Très en cool. gros. Et alors attends, je te propose un truc. Ça fait 1 heure qu'on est là, on va essayer de garder un podcast tight. Ok. Je propose qu'on soit là pour encore 1 demi-heure. Ce que je propose, c'est que je te donne 1/4 d'heure, 20 minutes max, pour m'expliquer ton By Blood Moon. Et pendant ce temps-là, les gens sur le chat peuvent poser des questions peut-être un peu plus liées à Game of Thrones que tout le monde a vu et pas au mythe de Game of Thrones que personne connaît. Je veux pas que tu me donnes ces 20 minutes par pitié. Non mais je te les donne parce que je les veux. Je veux que tu m'expliques. Et en plus les gens, je sais que les gens ils le veulent aussi. Pour me faire plaisir. Mec, t'as convaincu tellement de personnes qu'il y aurait du Lovecraft dans Game of Thrones. Enfin, les gens veulent t'entendre raconter, tu vois, tes théories complètement what the fuck. Laisse-moi un peu checker du wiki. Je te laisse un peu checker. On peut prendre une question pendant que je check le wiki. Ok. S'il y a des questions, c'est cool. Fab qui est là, des questions. Ok, let's go. Non, sinon je peux faire un. Alors je vais faire comme dans Laisse-moi kiffer. Je vais dire ok, j'ai un commentaire que j'ai screené car je l'aimais trop. J'ai un commentaire de Anouk sur Instagram qui m'a envoyé un DM qui m'a dit « Coucou Mimi, je suis pas sûre d'être dans le chat pour le podcast de ce soir. Je voulais juste te faire partager ma petite histoire de comment Game of Thrones a marqué ma vie et comment j'ai choisi de lui dire au revoir. Je suis passée voir mon tatoueur tout à l'heure. L'affaire est conclue. Mon avant-bras arborera bientôt fièrement Jaime fucking Lannister chargeant Drogon dans la saison 7. » Et je suis là, franchement... J'aime tellement cette idée de tatou, j'aime tellement Jaime. Du coup, bravo Anouk et merci d'avoir partagé ça avec moi. Et n'hésite pas à déjà m'envoyer le tatou quand il sera fini et puis à venir en street tattoo chez Mademoiselle pour le montrer au monde entier. Spoiler saison 7, je pense qu'il y a prescription et en plus, ça va, il meurt même pas, donc ça va. Il y avait une question, Fabrice. Salut. Cet homme est perdu. Le mec est perdu totalement. Non, si, il y avait une question de Manon qui demande comment c'est possible que Cersei et Jaime se retrouvent sous à peine 10 cm de décombres et à même pas 1 mètre de la sortie. Je crois que Mimi avait dit qu'elle en reparlerait cette semaine. On en a parlé la semaine passée. Je pense qu'on en a parlé la semaine passée. Je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire sur la configuration exacte des briques. Voilà. Je ne comprends toujours pas comment tout ne s'est pas effondré, mais je pense que la réponse est littéralement pour le drama et pour la dramaturgie de la scène. Après, si tu veux une explication, si tu veux que j'invente un truc, ok, j'invente une théorie comme les gens qui inventent des théories qui me les envoient où je suis là, ok, on peut inventer des faits. On peut dire que au moment où tout s'est effondré, ils étaient pas encore morts et qu'ils ont essayé de genre ramper à travers les décombres vers la surface tels les gens enterrés vivants et qui se sont épuisés juste au dernier moment, juste avant d'être à l'air libre. Mais c'est littéralement un truc que je viens d'inventer là tout de suite, en mode Kill Bill, tu vois. Moi, j'avais jamais pensé à ça, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens, mais c'est pour le drama. Et je sais qu'il y avait, du coup, sur les trucs que je lis, notamment sur Reddit, les gens sont ultra vénères contre les showrunners depuis des épisodes, et j'ai commencé à les trouver assez injustes. Et à un moment, ils faisaient une liste de genre les trucs les plus cons qui pourraient se passer dans le final, enfin les plus débiles. Et il y avait Tyrion va aller dans les ruines de du Red Keep, donc du donjon de King's Landing, et trouver un bout de Jaime ou de Cersei qui dépasse, histoire de dire ouais, ils sont bien morts et tout. Et du coup, quand ils trouvent la main en or qui dépasse, j'étais un peu en mode ah oui, c'est arrivé, c'est pas grave. Disons peut-être que tout simplement ils se sont pris un débris sur la tête et ça suffit d'une bonne brique dans la gueule et t'es dead. Hein. Alors attends, dernière question, après je te lance. Qu'est-ce que vous avez pensé du docu The Last Watch? J'ai pas vu. T'es qui l'a pas vu? Moi j'ai vu que 20 minutes. Car je me le mets en dose homéopathique. Parce que en vrai, Game of Thrones, ça me manque, ok. J'en ai fait un article, je suis triste que ce soit fini. Je ferai tout un truc d'adieu à la fin de ce podcast, ça va être émouvant. Peut-être je vais avoir les larmes aux yeux, je sais pas. Du coup, j'ai regardé 15-20 minutes. Et il y a notamment la fameuse scène où donc ils font un table read où il y a tous les acteurs et les showrunners autour de la table. Et où ils lisent, sans jouer, mais ils lisent ce qui se passe pour tous leurs personnages. Et on n'a pas tout le table read, on n'a pas tout. Et j'étais assez déçue d'ailleurs parce qu'on n'a pas l'acteur qui joue Bran qui apprend que Bran devient roi, ce qui est quand même genre. Il a dit en interview qu'il pensait que c'était une vanne la première fois qu'il a lu le script, donc j'aurais bien aimé voir sa réaction. Et en fait, les acteurs, avant cette scène, avant ce table read, ils ont reçu le scénario 3 jours avant. Ils peuvent le lire ou pas le lire. Ils peuvent le découvrir avant tout seul dans leur coin ou le découvrir avec tout le monde. Et Kit Harington, qui joue Jon Snow, ne l'a pas lu. Et du coup, il découvre en le lisant devant tout le monde que Jon Snow tue Daenerys. Et du coup, t'as un gars qui lit les didascalies qui est là, Jon Snow a encore la main sur la poignée de la dague, comme s'il pouvait annuler ce qu'il venait de faire, et il n'ose pas bouger, comme si ne pas bouger pouvait changer les choses. Et t'as
Kit Harington qui est au bout de sa vie, il pleure, il est trop désolé. Et en face de lui, t'as Emilia Clarke qui joue Daenerys qui est en train de couler dans sa chaise en mode « Je sais, c'est chaud, mec, tu m'as tué, c'est chaud !» Et c'est ultra émouvant. Et franchement, genre j'étais trop émue. Et même des scènes que j'ai pas trop aimées dans la saison, notamment Arya qui tue le Night King. Alors si, du coup, j'en profite pour le dire. J'avais critiqué le fait qu'Arya, elle arrive derrière le Night King à genre 3 mètres de hauteur. Dans le scénario, il y a marqué... Arya grimpe sur une pile de zombies morts, en gros, et saute sur le Night King. Et j'étais là, ok, c'était mal montré, mais du coup, voilà. Et du coup, tout le cast applaudit Maisie Williams, mais genre, on dirait qu'elle vient de marquer au foot, quoi. Tout le monde est là en mode, yeah. Et du coup, c'était trop chou. C'est un peu ce qui s'est passé chez tout le monde au moment où on a vu ça. Bah, c'est clairement ce qui s'est passé à la rédac au moment du visionnage. On était en mode... Arya, trop bien! Mais c'est trop mignon de voir tous les gens avec qui elle a passé. En plus, au tout début, ils mettent des photos du tout premier Table Read quand c'était la saison 1 et que c'était tous des bébés et que ça avait pas commencé. Et bref, c'était trop bien. Donc je vais savourer ce docu qui est sur OCS. Du coup, si vous avez OCS, n'annulez pas votre abonnement avant de l'avoir vu. Et ne l'annulez pas tout court car il y a des bonnes séries, on en parlera plus tard. Mais du coup, il est bien, mais je l'ai pas encore vu, donc je peux pas vous en parler plus. Dernier truc, il y a Dab Yo-Yo qui demande est-ce que Tequila Tex fait des podcasts de 3 heures sur ses théories ultra dark et si oui, où? Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui lui dit sur Facebook, ça s'appelle Take Off Thrones. Alors ça, oui. Oui, il y a Take Off Thrones, mais après les théories zinzin, elles sont vraiment mieux expliquées que moi par les gens qui les ont écrites sur Reddit. Et je donnerai à la fin, peut-être qu'on donnera dans le chat un lien vers le gars qui fait vraiment un parallèle entre Lovecraft et Game of Thrones. En fait, ce qui est important, un début un truc qui va lier l'histoire principale aux théories zinzin, c'est le fameux chapitre des Winds of Winter qui n'est pas encore paru. Donc j'aime bien comme tu racontes ça en mode ok les gens, je vais vous raccrocher à ma théorie zinzin et tu parles d'un chapitre du livre qui est pas encore paru et qui du coup est pas dans la série. C'est un chapitre qui a été lu. Ouais, mais c'est un chapitre qui a été lu par George R. R. Martin à plein de conventions, qui est du point de vue d'un autre frère Greyjoy. Oui. Et qui raconte, c'est le frère qui est un peu prêtre parmi les frères Greyjoy, et il raconte qu'il est emprisonné par son frère Euron, donc il a un petit peu le rôle que Yara a eu dans la série. Il est emprisonné dans la cale d'un des bateaux, et dans la cale du bateau, il y a les prêtres de Quarth qui avaient emprisonné Daenerys pour lui voler ses dragons. Donc c'est ceux qui avaient emprisonné les dragons. La bouche toute bleue et tout là. Exactement. T'as des milliards de prêtres de toutes les religions c'est les Avengers des religions quoi. De trucs, et en fait ils sont tous emprisonnés. Et il est en train de les séquestrer. Il a découpé tous leurs membres et il est en train de faire. Il s'apprête à faire un sacrifice en gros. Et il faut dire que Euron dans le bouquin, il est ultra vénère par rapport à Euron de la série. Il est ultra mystique. Il est zinzin. Il torture des gens. Il torture des gens. Il bouffe du LSD au petit déjeuner. Et il a des visions et il se prend pour Dieu. C'est Kanye West en même temps. Deadpool. non mais parce que tu sais genre. C'est Kanye West, c'est Deadpool. Il casse le 4e mur. Tu vois. C'est genre. Il est horrible. Moins clairement qu'un Deadpool, il est pas là en mode. Et toi qui es en train de lire George R. R. Martin dans ton appartement parisien. Il a une armure de Valyrian Steel. Il fait référence à des rêves qu'il a eu quand il était enfant où il vole. Clairement, c'est un ancien. Il y a des grosses allusions sur le fait que c'est un ancien élève de la corneille à 3 yeux. Ouais, oui. Exactement. C'est un ancien potentiel Bran qui a mal tourné. Exactement. C'est-à-dire que la corneille à 3 yeux, donc le vieux gars là dans la grotte, aurait dans le bouquin. Là du coup, je sais même pas si on est en spoiler bouquin parce qu'on est juste en théorie zinzin déjà bouquin de base. Où Euron, qui est vraiment ultra zinziflex dans le bouquin, ça aurait été une tentative de la corneille à 3 yeux pour trouver un successeur. Ouais. Mais là où Bran peut-être tourne bien, selon la fin de la série, Euron aurait mal tourné et du coup il aurait été chassé, mais il aurait déjà acquis des pouvoirs qu'il devrait pas avoir parce qu'il est Zanziflex. Mais du coup il les a et il sait très bien qu'il est très puissant. Ouais, donc il est vraiment puissant et là il s'apprête à faire une sorte de méga... le gars il va faire le bouquet final du sacrifice du monde il va faire pour un invoquer sacrifice de ouf. Des trucs, des pouvoirs. Oui, et surtout aux portes de la citadelle. Parce qu'il cherche quelque chose dans cette citadelle. Qu'est-ce qu'il cherche ? Question. Alors,
Donc Ah déjà, non, il y mais a ça. attends, reviens sur Blood. J'ai promis aux gens Blood Ok, Moon. la Blood Moon. Théorie de Tequila Tech sur Blood Moon, titre provisoire du spin-off de Game of Thrones qui sera un préquel 8 à 10 000 ans avant et qui racontera la naissance des White Walkers et du Night King. Non, qui racontera la Long Night. C'est ça qui est Il y a dit. quelqu'un sur le chat qui a dit que c'était 1000 ans avant et pas 10 000 ans. Ah non, c'est pas 1000 ans avant, c'est plus. Ok, Juste juste pour dire. En tout cas, la Long Night Ok. et tout ce qui va avec, à savoir Azor Ahai et tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'a pas eu lieu qu'à Westeros. En fait, la Long Night s'est déroulée en parallèle à Westeros et à Essos. Et après, les prophéties qu'il y a autour de ça, ben, les prophéties, c'est un truc viral, en fait. Donc, on ne sait pas où ça a eu, où C'est c'est un peu né. des mêmes, quoi. Le truc d'Azor Ahai, c'est plutôt né à Essos. C'est même plutôt né à Yiti, qui est genre vraiment à méga est d'Essos. Ça se répercute sur une sorte d'histoire équivalente qui a lieu. C'est un petit peu comme la mythologie grecque et la mythologie romaine. Et on ne sait pas ce qui inspire. Enfin, on sait que la mythologie grecque a inspiré la mythologie romaine, mais tout est un petit peu déformé par l'histoire et on ne sait pas d'où viennent les trucs. Mais en gros, il y a eu une Long Night à Westeros, mais il y a eu aussi une Long Night à Essos. Et la Long Night d'Essos, C'est plus fun que la Long Night de Westeros parce que méga Essos, fun, ils savent la s'amuser, Long les Night gars. d'Essos. Quitte Donc- à être aux portes de la mort avec beaucoup de LSD, Ouais. autant être un peu dans le désert, là où il y a des oliviers, quoi. Donc, non, mais là, il n'y a pas d'olivier, je crois. Là où ils sont, c'est plus un bail de cité magique. Cité, tout est en or. C'est plutôt un Comme un bail peu Aztèque de Chine médiévale. Ah ok, moi j'étais sur les Aztèques, genre Ouais, Eldorado, il y tout a ça, aussi tu un vois. petit côté aztèque Ouais. aussi. Ouais, Oui, ils aimaient bien effectivement. sacrifier des gens. Exactement. La boucle Absolument. est bouclée. Gros sacrifice à tous les niveaux. donc, si c'est la Blood Moon, le mot Blood, moi, me renvoie au Bloodstone Emperor. Qui est le Bloodstone Emperor? Le légendaire 9e et dernier empereur du Grand Empire, The Great Empire of the Dawn. Le grand empire de l'aube. Le Grand Empire de l'aube. Je suis bilingue, vas-y. Donc il y a plein il y a eu donc 9. Ils ont tous des noms de pierres précieuses. Ok. Donc lui, le Bloodstone Emperor, c'est le fils de l'Opal Emperor et le jeune frère de la Amethyst Empress. Fabrice, ce serait quoi ton nom de pierre précieuse? J'aime bien les jades. Ok, Ben, j'adore. il y avait un Jade Emperor, il y avait un Jade Emperor parmi les 9. Et donc en gros, la couronne, elle est allée à l'impératrice Oui. Améthyste. Ok. Il Et ces gens-là, c'est une famille, c'est genre une dynastie comme Oui, les c'est une Targaryens, dynastie. tu vois. Ok. Et lui, il était Bloodstone, jaloux, il a tué sa ok. sœur et il s'est proclamé lui-même le Bloodstone Emperor. Mais du coup, il était empereur de où? Là, on Donc, est c'est- après Ashaï dans les fameuses. C'est l'aube là, c'est cette espèce de truc de l'aube, c'est l'ancêtre de Yiti. Non, mais en termes de géographie, De géographie. on est à l'est des os, enfin en full Orient, quoi. Non, on est Extrême encore Orient. avant Ashaï, je crois. Ah, ok. Donc on est On est en avant gros Ashaï. quelque part au Kazakhstan, quoi. On est entre l'endroit où les Dothraki veulent plus aller Ouais. et Ashaï. Ok. Donc en gros, on est quelque part dans On est à dans la Russie où il y a plus grand monde, mais Ouais. avant Vladivostok. Ouais. J'espère que vous avez tous Google Maps ouvert parce que là, les gars, j'essaie de faire des parallèles avec la géographie réelle, Ouais. c'est compliqué. Et en gros, là, il y a cette espèce de grand empire ancestral qui donne naissance à Yiti, à Leng un peu plus tard. Et donc le Bloodstone Emperor, en gros, son règne, c'était un règne de terreur. Son usurpation s'est fait connaître sous le nom de traîtrise de sang, de Blood Betrayal. Donc là, on est encore sur Très le bon Blood. nom de groupe de métal, hein, Ouais, Blood ouais, Betrayal. the Blood Betrayal in the Annals of the Further East. Donc ces histoires disent que l'acte d'usurper le trône de sa sœur Et de la tuer. Et de la en tuer. plus. a donné naissance à la Long Night. Mais ces gens-là, est-ce qu'on est sur des humains? Oui, ce sont des humains. Ok. Oui. D'accord. Donc Parce que comme il y a, tu sais, les Children of the Forest, les Andals, les oui, First non, Men non, et non, tout, il y a c'est une beaucoup race de- humaine. C'est une race humaine. Malgré le fait qu'il y ait des Children of the Forest à Essos. Oui, Qui mais là, s'appellent on les est sur... Ifequevron, si tu veux tout savoir. Ok. J'adore les nerds, putain.
et, Il s'est redressé en mode quoi? et que même les Dothraki leur font pas de mal parce qu'ils Bah non. ils veulent pas fuck Ils avec veulent pas avoir de problème. ils veulent pas avoir de problème avec les fake Wyvern. C'est pas parce qu'ils font 1m20 qu'ils sont pas dangereux. Et prenez note quand vous me croisez dans la rue. C'est pas parce que je suis 1m58 que je peux pas genre vous mettre des coups de pied dans le tibia. Ok. Donc ils pratiquent la torture, les arts sombres, les arts la nécromancie. Là on est sur le etc. Bloodstone Emperor. Le Bloodstone Emperor. Il a fait de son peuple des esclaves et il a pris comme femme une femme tigre. Ok. Quand tu dis une femme tigre, elle On est sait tigre pas d'en ce que haut ou d'en bas? On sait pas ce que c'est. Ok. On sait pas ce que c'est. Donc c'est juste C'est un une genre Tiger d'hybride, Woman. comme les chimères et tout. Je ne sais pas. On ne sait pas. Là on est Ouais, dans là on est dans le peu précis. on est dans le moitié légende. Tu vois. Ils ont pas pensé à prendre des photos avant de faire. Il était cannibale, ce Bloodstone Emperor, et il a rejeté les True Gods de Yeti. Donc de cette espèce d'empire. Ouais. Il les a rejetés. Et tout ça pour, à la place, vénérer une pierre noire venue du ciel. Un météorite est tombé, et le mec a dit « Niquez vos dieux, c'est lui le dieu, c'est le truc ». Et il a fondé un truc qui s'appelle The Church of Starry Wisdom, qui est clairement inspiré par un truc qui existe chez Lovecraft. Je la traduirais par l'église de la sagesse étoilée. Exactement, exactement. Ah, c'était très performant. Ah, écoute, j'ai fait LLCE anglais à la fac, voilà, je traduis bien. Quoi. Donc voilà, le grand, le légendaire Bloodstone Mais Emperor. est-ce que c'est... En fait, c'est quoi son lien avec la Long Night et surtout, c'est quoi son lien avec la création des White Walkers et du Night King? Parce que ce qui a été leaké potentiellement par le tabloïd Le Sun, où on sait peu après avec la véracité douteuse des tabloïds, c'est que cette série, et je trouve ça cohérent parce qu'il faut quand même qu'on ait un minimum de lien avec Game of Thrones, se pencherait sur l'origine du Night King et des Marcheurs Blancs. Du coup, c'est quoi le lien entre la Long Night de ce gars-là du Bloodstone Emperor et les White Walkers et le Night King? Moi, je dirais que le gars renie ses dieux et worship un truc tombé du ciel et ça donne à des trucs païens horribles. Ouais. Et donc amène une espèce la de terreur magie cosmique. sanglante est très présente, quoi. Une terreur cosmique sur Terre qui fait qu'il va faire nuit pendant des générations. Ok. Et c'est cette aubaine, et c'est cette opportunité qui fait que les White Walkers... Je l'ai. Ok, je reboucle. Alors, ok, j'ai compris, les gars. Donc, ce gars, le Bloodstone Emperor. Ok, je la vulgarise, tu me dis quand j'ai tort. Il est maudit parce qu'il a tué sa sœur pour usurper le trône, etc. de toute sa famille de pierres précieuses empereurs et tout. Il a en plus renié leur dieu pour vénérer une pierre tombée du ciel. Ouais. Du coup, la vengeance la vengeance divine, ça a été de faire une longue nuit. Ouais. Et ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu penses que c'est pas les White Walkers qui amènent l'hiver, c'est qu'ils profitent de l'hiver pour avancer. Et Exactement. si tu as une longue nuit, ça veut dire que tu as un long hiver parce qu'il n'y a pas de soleil. Ouais. Et du coup, c'est parce qu'il a mis en place une longue nuit que les White Walkers ont eu l'occasion de se développer et de devenir un peuple... De fleurir. Voilà. Parce qu'il y avait parce qu'ils étaient dans leur élément, quoi. Il y avait pas de printemps, il y avait pas d'été, et c'était un genre de sas d'incubation pour les White Walkers. Les détails vont être révélés par la série. Oui, évidemment. Mais... On refera un podcast. Exactement. Avait-on raison en 2019? gros, probablement pas du tout. C'est Tu te rappelles c'est ce qui se dessine. On Et a surtout, quand même... et surtout ce truc de ouf d'astéroïde qui est tombé sur la Terre. Je trouve ça fascinant parce que ça ouvre. Qu'est-ce qui est tombé avec cet astéroïde sur Terre? Qu'est-ce qui a Mais fait ça, en vrai, moi, j'aimerais pas du tout. S'ils commencent à mettre des aliens, ça moi, j'attends que ça, des aliens alors, dans si Game tu of mets Thrones. des aliens, tu mets genre les aliens pertinents. Genre, en fait, il y avait une bactérie ou un microbe sur l'astéroïde qui a tué tout le monde parce que c'est pas un microbe de notre monde et on n'a pas de J'ai défense, même pas besoin qu'on m'explique ce que c'est. Je veux juste qu'il y ait une force qui vient d'ailleurs, en fait, qui est interprétée comme une force divine. Littéralement des aliens. Tu vois, je veux pas que ce soit signe à la fin. Pas avec pas des petits gris, non, c'est sûr que non. Mais des forces qui arrivent avec cet astéroïde et qui créent quelque chose. Et qui font vriller l'équilibre du monde à ce moment-là. Ça, c'est cool. Il y a une cool. autre astéroïde qui est déjà qui est tombée sur Westeros et dans laquelle a été forgée l'épée de Dane.
l'épée de Arthur Dayne, Ouais. qui était un des meilleurs chevaliers Naninana et Qui était à la Tower of Joy. Oui. Qui défendait. Donc on qui est était époque Ned Stark, quoi. On est vraiment Oui, pas il y a très longtemps. C'est le Kingsguard de Rhaegar. Enfin non, c'est le Kingsguard pas du Mad roi. King qui est méga pote avec Rhaegar et qui garde la Tower of Joy C'est même quand genre le Mad King le est plus fort renversé. et le plus pur des chevaliers, quoi. C'est Exactement. vraiment Jean-Michel fort, pur, Ouais. blanc, tout ce que tu veux. Et Et- il a effectivement une épée légendaire. Qui est forgé Forgé dans dans un une astéroïde qui vient de truc. Et je dis peut-être une connerie, à replonger dans les bouquins et dans les wikis, etc. Mais je crois que les restes de cet astéroïde sont à la citadelle et c'est peut-être ça que Yoran va chercher. Peut-être. Mais après, dans tous les bouquins, c'est pas un spoiler de le dire, il y a une histoire avec une comète. Ouais. Une comète rouge qui arrive alors très lentement, qui prend son Ouais. temps, tu vois, mais on la voit passer dans le ciel, et que plein de gens lisent comme un présage de différents trucs, notamment La naissance des Mélisandre dragons. le voit comme un présage de son dieu qui est le dieu du feu, la comète elle est rouge et tout. Daenerys a tout un autre rapport à la comète qui est un peu plus, si je me souviens bien, porteur de mauvais augure, elle en a un peu peur. Et en fait c'est un truc que tout le monde voit puisque c'est dans le ciel de leur planète, et où tout le monde a un rapport différent à la comète, et c'est analysé comme une façon de George R. R. Martin de dire en fait il n'y a pas une religion qui a raison dans mon truc, il n'y a pas une croyance qui est la bonne, c'est des trucs peuvent être interprétés de plein de façons différentes et au final tout le monde aura un peu raison parce que à partir du moment où tu crois en quelque chose, tu te mets dans la position où ce que tu crois va arriver, tu vois. Si Mélisandre elle croit que la comète ça veut dire que le prince qui a été promis va ressusciter, et si vous n'avez pas cette ref, écoutez les podcasts d'avant parce qu'on a déjà fait la légende de Azor Ahai plusieurs fois. Bah elle va se mettre en quête du prince qui a été promis, elle va peut-être le trouver parce qu'elle a décidé qu'elle allait le trouver, tu vois, même si au final quand elle le trouve c'est pas ce qu'elle imaginait, et c'est Stannis ou John si tu veux, mais même John c'est un peu genre ok, c'était toi, bon c'est moins sublime que prévu, mais Ouais, ok. ouais. Bref, voilà. Fabrice, est-ce qu'on a des questions? Non. Non. Est-ce que les gens sont partis? Si on tous fait ok salut le Bloodstone Empereur. Les gens adorent. Écoutez, Ah, les ça gens me fait plaisir. les gens veulent Teki pendant des heures et des heures. Non, j'ai voudrais pas une le lancer. vie, je suis désolé, je peux pas. Déjà que les gens me posaient des questions toute la semaine sur Game of Thrones, alors que mentalement, je m'étais préparé à juste consacrer mon mercredi, tu vois ce que je veux dire, mais là toute la semaine les gens me disaient mais est-ce que tu penses que Varys est une sirène, est-ce que tu penses Ah oui, je pense qu'on l'a déjà évoqué, mais il y a une théorie comme quoi Varys est une sirène parce que c'est sous-entendu à des moments dans Game of Thrones dans les livres qu'il y a un peuple marin de type sirène, et il y a une théorie comme quoi, alors qu'il s'appuie sur beaucoup de choses, mais comme quoi Varys est une sirène, et comme en plus ils disent que il a toujours beaucoup de parfums parce qu'il a des drôles d'effluves personnels qui viennent de lui, et qu'en plus il a des longues robes, on voit jamais trop ses pieds, les gens ils étaient là, obligé mon frère, c'est un poisson. Franchement, c'est chaud, mais j'adore cette théorie parce que c'est vraiment le moment où ça fait 10 ans quasiment qu'on n'a pas eu de nouveau bouquin. Et les gens ils sont là, ok je vais, limite genre tu tires des trucs d'un chapeau, t'es là, tel personnage est une créature d'un conte de Dickens. Ok, let's go, on va rattraper les trucs. Et c'est rigolo à lire et à voir comment tu peux faire des ponts mentaux pour y arriver. Mais du coup, quand même Varys n'est pas tellement une sirène. aimé, j'aurais quand même, excuse-moi de te couper, Vas-y, j'aurais j'ai tellement fini. aimé qu'on sache ce qu'il a entendu dans les flammes. Mais oui, c'était ton vœu parce que du coup, on a commencé ce podcast spécial Game of Thrones saison 8 avec toi, et je t'ai dit tu veux voir quoi dans cette saison, et le premier truc que tu m'as dit c'est je veux savoir ce que Varys il a entendu dans les flammes quand ses parties génitales ont été brûlées pour un sacrifice rituel de prêtre de R'hllor, donc genre Mélisandre. Il a dit qu'il avait entendu une voix dans les flammes, et on saura jamais, enfin tant qu'il n'y aura pas les livres on saura jamais ce qu'il a entendu, quoi. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Il y a quelqu'un qui dit Fab, lance Mimi sur Tyrion qui est amoureux de Dany. Non, ça va, on l'a déjà. À un moment, il dit moi aussi j'étais amoureux d'elle et tout, c'était un peu naze. Ah, ça m'a là. saoulé. Non, alors, C'était du coup, naze. Mais c'est amoureux comment? C'est peut-être Le pas- truc, c'est c'est que- peut-être pas amoureux, alors, mais on en c'est- revient à, il faut pas trop écouter des fois les gens qui font la série. Il faut juste te baser sur ton interprétation des personnages. Parce que, donc à la fin de la saison précédente, t'as la fameuse scène où Jon et Daenerys s'y dans le bateau. Petit bully de Jon Snow, Petit bully. on adore. Et t'as Tyrion, pardon, qui regarde la porte fermée avec un air un peu Ouais. peu satisfait, quoi. Circonspect. Un peu négatif.
Et du coup, il y avait plein de gens qui étaient là, mais pourquoi Tyrion il fait cette tête alors qu'il sait pas que Jon et Daenerys sont de la même famille, donc il devrait pas avoir de problème. Tu vois, ils s'unissent, ils s'aiment, ils ont le même intérêt qui est de lutter contre les White Walkers. Why not? Et il y avait une théorie qui était, c'est parce que Tyrion est tombé amoureux de Daenerys en étant à son service depuis environ 3 semaines, et que du coup il a le seum. Et j'étais là, mais jamais. Du coup, j'avais fait tout un article sur Mademoiselle pour dire pourquoi Tyrion il tire la gueule pour X et X raisons, notamment le fait que l'amour, ça complique toujours tout, et c'est ce qu'il a appris dans sa vie. Et du coup, si Jon et Dany ils s'aiment, ça va compliquer les relations politiques. Mais c'est pas, genre vraiment. Comme ça, moi, plutôt. J'ai écrit noir sur blanc, c'est pas parce qu'il est amoureux de Daenerys, ok. C'est une théorie de con. Et Vlatipa, 1 an plus tard, Peter Dinklage qui joue Tyrion, qui fait une interview sur cette fameuse tête qui tire à la fin de la saison 7, et qui dit c'est parce qu'il l'aime, hein, à sa manière. Mais il l'aime. J'étais déjà, ferme ta gueule, STP. Mais je peux pas dire à Peter Dinklage qui se trompe sur Tyrion, tu vois, il connaît Tyrion et tout, mais ça m'a saoulé. Et là, sa manière, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut pas. Oui et non, parce que là ils l'ont refait dans le final, où quand Tyrion il parle à Jon pour lui dire il faut aller tuer Daenerys, à un moment Jon il dit mais je peux pas, je l'aime, et Tyrion il fait ouais moi aussi, un truc comme ça, et c'est vraiment pas genre ouais moi aussi à ma façon, tu vois, c'est oui on l'aime. I love her, maybe less successfully than you, un truc comme ça. Oui. Ouais, il a tous, enfin c'est canon. Tu vois, là on parle de qu'est-ce qui est canon, ça c'est canon, c'est que canon ça veut dire que c'est dans là, tous les deux, mais je l'ai expliqué il y a une demi-heure le terme. Canon ça veut dire c'est. Je pensais que c'était en rapport avec Star Trek, pardon. Ça va. Canon ça veut dire qui est fidèle au monde de la série, en fait, qui est logique, et qui est fidèle, qui s'inscrit en rapport avec le monde de Star Trek. Non pardon, c'est un terme générique de la fiction. Ouais. Voilà, c'est en fait Frodon qui s'inscrit dans la fiction. Ouais. Frodon qui part à la fin du Seigneur des Anneaux, c'est canon. Décider que Frodon, il arrive à New York et qu'il va manger un hot dog, c'est une fanfic, c'est pas canon. C'est pas un truc que l'auteur a accepté dans son lore personnel, dans son univers personnel. Et du coup, maintenant, c'est plus ou moins canon, en tout cas dans Game of Thrones, la série télé, enfin c'est complètement canon dans la série télé que Tyrion était amoureux de Daenerys. Et je suis là. Nul. Du coup, merci de m'avoir lancé là-dessus, car on a pu expliciter le terme canon et aussi dire que c'était pas une bonne idée que Tyrion soit amoureux de Daenerys. Peut-être un dernier truc, j'ai lu une théorie pas trop mal sur Bran qui se met dans le dragon. J'adore les théories sur Bran parce qu'on en a vraiment. À Emile. Je fais un shout-out à Emile qui m'a fait part de ce truc-là. Merci Emile. Moult théories qui errent sur Reddit, mais en gros, mais c'est même pas une théorie, c'est juste le fait que la corneille à 3 yeux, ce soit comme une sorte de parasite, en fait, qui prépare sa venue au pouvoir depuis des années, et qui arrive finalement à être sur le trône, et et là où ils s'attendent à ce que ça devienne une démocratie, en fait, ils ouvrent juste la porte au fait que cette espèce de parasite arrive au pouvoir et puisse et en fait la précédente Corneille à 3 yeux, s'il n'y avait pas eu le Night King pour la tuer, elle serait encore vivante aujourd'hui. Enfin, on a l'impression qu'elle a 1000 ans, quoi. Oui, il y a un truc de... On ne sait pas combien de temps Bran va vivre, puisqu'il a quand même dit qu'il est la corneille à 3 yeux. Et donc, on sait que le gars qui était dans je suis plus Bran, tu vois. Mais alors, quand il s'agit d'être Bran le roi, il est là, je suis exactement Bran. C'est vraiment moi. Mais en fait, c'est un truc que j'aurais bien aimé et que... je me suis dit que ça collerait bien en plus avec la fin un peu douce amère que George R. R. Martin a promise. C'est que oui, ce soit Bran Stark sur le trône, mais que ce soit plus vraiment Bran Stark et que ce soit une forme d'entité, alors peut-être pas méchante complètement, mais que ce soit la corneille à 3 yeux et que effectivement tout ça a été un plan juste pour finir sur le trône et finir en charge de Westeros. Et qu'il y ait une idée de ça peut potentiellement mal se passer, tu vois. Ouais. Genre peut-être que c'est une entité dont les intentions sont pas bienveillantes, parce qu'elle est mystérieuse, c'est jamais clair ce qu'elle veut déjà, faire. Elle est en train de chercher Drogon pour aller le buter. Ouais, c'est ça, genre la première, le seul moment où on voit Bran à son conseil royal, il est là 2 minutes, il dit je vais chercher le dragon, il s'en va, tu fais... Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce il est putain de censé dragon, être quoi.
Tu vois, tout le discours de Tyrion, c'est il a une belle histoire à raconter, il a pas d'ego, il va comprendre le peuple et tout. Et je suis là, vraiment, il s'en bat les couilles des gens. Il va chercher un dragon. Et les gens sont genre. Inquiétez-vous. Tout ce bordel sur il faut pas donner le pouvoir nucléaire aux gens, tout ça pour que ce soit le roi qui. T'as donné le pouvoir nucléaire à Bran. Ouais, donner le pouvoir nucléaire à Bran quand il va aller. Je répète depuis 2 saisons qu'il est plus Bran. Mais je trouve ouais. que dans la série, ils l'ont pas suggéré du tout. Ils ont vraiment genre tenu au truc de ces Bran. Enfin, en tout cas dans le dernier épisode. Il dit donc. Il y a plein de moments où il dit I'm not your brother. Je parle vraiment du dernier épisode, du final, où il est proposé comme roi par Tyrion. Tout le monde dit aïe aïe aïe. Ensuite, Ensuite, Bran dit à Tyrion tu vas devenir main du roi. Tyrion il dit bah j'ai pas envie. Et Bran il fait bah j'ai pas envie d'être roi non plus. Comme ça on est 2 et on va faire le meilleur boulot possible. Donc dans la série ils ont vraiment clôturé ça de ok c'est Bran, il est sympa. Je pense que dans les bouquins si c'est le corps de Bran Stark sur son truc roulant là, sa chaise roulante qui finit roi, ça va être beaucoup plus inquiétant parce que ça va plus vraiment être Bran Stark et que effectivement la corneille à 3 yeux on connaît pas trop ses intentions et que si jamais il reste un dragon vivant, ça je suis pas sûr. Ça pour le coup je suis là, peut-être dans les bouquins il y aura plus de dragons ou encore 3 dragons, tu vois, je sais pas. Mais si ça finit par Bran entre guillemets qui dit je vais chercher le dernier dragon, je serais là alors peut-être faites tous vos bagages et partez très loin pendant qu'il le cherche parce que j'aimerais pas être là quand il revient quoi. Parce que il est flippant et qu'on n'a jamais trop su que on en est au point dans le bouquin où on se demande si la corneille à 3 yeux est pas en train de faire bouffer à Bran son propre pote. Donc t'es là, bon. Ouais. Et est-ce que la corbeille, j'arrête pas de dire la corbeille à 3 yeux. C'est vraiment un lapsus révélateur. Peut-être que la corneille à 3 yeux, c'est Brynden Rivers. Donc déjà un Targaryen à la base. Oui. Donc un bâtard Targaryen en gros. Un Rivers quoi, donc il est techniquement pas de droit d'accéder au trône, mais pas légitime. Voilà, exactement pas légitime, mais en gros voilà quelles sont ses intentions. Il est déjà un mec qui pratique la magie noire avant de devenir la corneille à 3 yeux. Voilà, c'est. Oui, et si tu dis que le candidat d'avant Bran c'était Euron, qui est quand même un fils d'up jour 1, bon bah tu dis que le mec il prend pas des gentils comme stagiaire, donc ça peut être intéressant. Mais bon, nous verrons ça dans le livre un jour. Est-ce que George R. R. Martin est sur le chat en train de dire Hey, Winds of Winter, 22 November, ouais? Bah voilà, il y est. Hi George! Hi George! How are you George? Oh là là, George. Oh là là, qu'est-ce qu'on l'aime, qu'est-ce qu'on espère qu'il va sortir ces bouquins. Au moins 1 sur 2, ce serait bien. On va finir ce podcast, parce que sinon on va être là vraiment très longtemps. Et tu sais, peut-être, un moment, on fera un podcast juste toi et moi, sur Mademoiselle, 100% les théories zinzin de Tequila Tex, où Fab, il sera pas là. Moi, je te suis. Si tu m'ouvres cette porte, je rentrerai dans cet établissement. Peut-être que je ferai pas Odor et que j'ouvrirai la porte du coup. Ouais. Du coup, j'ai pas un speech parce que je l'ai pas préparé, mais je veux juste dire que je suis trop contente d'avoir pu parler de Game of Thrones avec toi Teki, avec toi Fab, même quand on n'avait plus grand chose à foutre, mais que j'arrivais à t'y intéresser quand même. Oui. C'était quand même ultra chou, et avec bien sûr tous et toutes les lecteurs et lectrices de Mademoiselle qui m'ont accompagné dans mes récaps rigolos de cons, qui m'ont accompagné dans mon podcast de nerd et qui m'ont laissé leur raconter la fin de Game of Thrones en noir surligné en noir, et qui m'ont laissé leur raconter mes théories pétées parce que j'ai toujours un article qui s'ouvre tout seul dans mon navigateur qui est pourquoi les White Walkers viennent au sud, et il date d'il y a 2 ans, et bah au final on saura jamais vraiment. Mais c'était un vrai plaisir de faire ça, c'était trop cool. J'aime trop être une nerd avec tout le monde et pas juste toute seule dans mon coin. Donc c'était très chouette. On va faire 2 minutes, ok, de pourquoi vous devriez garder votre abonnement OCS, parce que je sais que vous avez tous les deux une série que vous aimez bien sur OCS. Teki, je te donne 2 minutes pour convaincre les gens de regarder Barry. Déjà Bill Hader, qu'on a tellement aimé dans Saturday Night Live, qu'on a tellement aimé dans Superbad, qu'on a tellement aimé... bientôt dans ça, chapitre 2. Bientôt dans ça, chapitre 2, exactement. Et qui est extrêmement talentueux, et là, qui fait son espèce de truc pour avoir des awards, en fait. Vas-y, pitch la série. Tu racontes ultra mal, ça parle de pitch quoi? La série. Ça parle de quoi, Barry, putain? Le pitch est génial. En gros, c'est un hitman, comment on dit, un tueur à gages. Un tueur à gages qui a fait la guerre d'Afghanistan, d'Irak. C'est toi qui es fan, hein, moi je sais pas. Bref, qui a fait la guerre
Qui a fait la guerre. Qui faisait partie de l'armée américaine et qui donc a buté des gens parce que c'était son métier, son devoir, et qui, au bout d'un moment, après avoir tué plein de gens, se retrouve aux États-Unis et se dit est-ce que je suis bon qu'à tuer des gens, et donc devient un tueur à gages. Se fait engrainer un peu par une sorte de figure paternelle qui est un ami de la famille, en gros, qui s'occupe de lui et qui l'aiguille vers ce truc-là et qui lui trouve des contrats, en gros. Son manager. Et voilà, en gros, c'est une espèce de manager de managers. rien. Et un jour, son manager lui dit mais allez, on va. Il l'envoie en Californie pour une mission, et il doit tuer un gars qui prend des cours de théâtre. Et donc il va au cours de théâtre. Ça c'est épisode 1, littéralement on est le pilote. Et c'est vraiment le synopsis là. Hein, ouais. Et donc il va pour tuer le gars qui prend des cours de théâtre, et finalement il prend goût aux cours de théâtre. Et il se dit peut-être que c'est ça ma raison de vivre, peut-être que c'est devenir acteur. Et là c'est tellement drôle, et en même temps il y a des personnages incroyables, des personnages secondaires qui sont hilarants, et ça franchement ça c'est hyper fidèle aux préoccupations des acteurs qui galèrent à Los Angeles, un petit peu comme Extras l'était à une époque, un petit peu comme Curb Your Enthusiasm peut l'être, Larry et son nombril, une autre série HBO. C'est toutes ces séries là qui racontent un petit peu la vie de tous les jours à Los Angeles, quand t'es un acteur qui galère. C'est des trucs d'acteurs sur la vraie vie des acteurs. Ouais, exactement. Donc il y a ce côté là avec un côté Breaking Bad, où tu te dis à chaque fois putain il est en train de se mettre dans la merde, la série peut s'arrêter maintenant, et en fait ça continue toujours, et c'est une sorte de surenchère à chaque fois, de plus en plus surréaliste, jusqu'à l'épisode 5 de la saison 2 qui est complètement ouf et complètement surréaliste, et complètement, on en parlera des années après. Voilà, bon ça tue. J'adore Barry. Barry, on en est à la 2e saison, c'est dispo sur OCS. Exactement, c'est sur HBO à la base. J'ai hâte de m'y remettre. Je me suis dit que j'attendais la fin de Game of Thrones pour m'y mettre, du coup ça va être bien. Fab, t'aimes quoi sur OCS? Alors déjà, il y a Team Geek qui a raison de le rappeler, c'est qu'il va y avoir la saison 3 de The Handmaid's Tale, tout à fait. Qui sort le 6 juin et qui va être diffusé de la même façon que sur Game of Thrones, c'est-à-dire en plus 24, quoi. Oui, alors Game of Thrones était en simultané parce qu'il y a assez de gens qui sont prêts à se lever à 3h du mat', mais ça va être sur OCS le lendemain. Et c'est probablement ma série préférée maintenant que Game of Thrones est fini. Ouais. Et en termes de féminisme et de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, c'est ultra important. Surtout donc j'ai hâte de... C'est dur à dire, enfin c'est bizarre à dire, mais j'ai hâte de regarder Handmaid's Tale, même si c'est un peu horriblos. C'est pas terrible. Moi j'ai découvert le week-end dernier Tchernobyl, qui est une mini-série en 5 ou 6 épisodes, parce que j'ai pas toutes les infos, sur l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc au milieu des années 80. Est-ce que c'est un docu ou est-ce que c'est une reconstitution? C'est une série fictionnée, mais qui est très réaliste, puisque je t'en ai parlé, il y a un podcast qui est sorti en même temps que la série, qui est, en tout cas moi j'ai écouté un seul épisode pour l'instant, avec le showrunner du truc, qui explique un petit peu pourquoi il s'est lancé dans cette série, et surtout qui explique qu'en fait c'est assez proche de la vérité, c'est-à-dire que le mec s'est beaucoup documenté, et ça parle notamment de toute la façon dont l'État russe décide de maquiller le truc et de faire en sorte d'attendre très très longtemps, c'est-à-dire plus de 24 heures si je ne me trompe pas, limite 48 heures, 72 heures, je ne sais plus, avant de finir par dire « Ok, on va peut-être évacuer la ville qui est à 3 bornes de là, parce qu'en attendant, ils ont fait style « Oui, c'est un feu sur l'incendie, c'est un feu sur le toit, c'est un incendie pardon sur le toit de la centrale, tout va bien. » Alors qu'en fait le cœur du réacteur est complètement ouvert, et donc maximum de radiation possible. Donc ils ont tué des gens quoi, en leur disant pas, enfin ils seraient probablement morts assez rapidement, mais ils auraient pu sauver des vies s'ils avaient admis très vite ce qui se passait, mais ils ont attendu quoi. Et donc l'une des motivations aussi du showrunner, c'est de se dire c'est d'autant plus fort aujourd'hui de parler de ce mensonge. Et tu vois très bien comment le mensonge fonctionne, le mensonge d'État. C'est-à-dire que dans l'URSS des années 80 et le communisme, l'État ne peut pas déconner, c'est pas possible. Donc en fait, il vaut mieux mentir au peuple que d'admettre que l'État déconne. Et donc il explique très clairement que les fake news, c'est un peu son truc aussi, surtout par rapport à tout ce que peut faire Trump aujourd'hui. D'autant plus que quand il a commencé à écrire la série, Trump n'était pas encore élu.
Donc, How wink, the wink. Tables. Et donc voilà, c'est en 5-6, ça va très vite, hein, c'est en 5 ou 6 épisodes. Mais c'est. Alors, si vous êtes hypochondriaque, peut-être pas trop regarder parce que vraiment, ils Apparemment, c'est expliquent dur en termes extrêmement bien. d'effets physiques. J'ai vu qu'apparemment, il y a, alors tu l'as peut-être pas encore vu, mais il y a un épisode qui est centré sur les animaux de compagnie. Ah Comment les bah non, animaux je de l'ai pas encore compagnie vu, ouais. ont, alors pas survécu parce que très peu, mais ont encaissé ça. Mm. Et je pense qu'on a toujours ce truc débile de tu peux tuer des gens dans un film, c'est pas grave, mais tu tues pas les chiens. Et du coup, je pense que cet épisode, c'est on tue les chiens. Ah bah oui, Donc ça doit être assez dur. parce que les chiens meurent de toute façon. Enfin, Bah oui, tout le bien monde sûr, meurt. les chiens meurent. Et c'est surtout fabuleux de voir à quel point, apparemment ça a l'air très très réaliste. Enfin, le showrunner racontait qu'ils avaient une sorte d'obsession de à quoi ça ressemblait exactement la salle de contrôle, etc. Et les mecs sont habillés, ils vont vraiment voir le cœur habillés en tenue toute blanche, genre d'infirmier, quoi. Ils y vont comme ça en disant ah, en fait, le cœur il est à nu. Et le mec revient en disant le cœur est Monsieur, à le nu. cœur est tout Et nu. tu sais, il a la peau complètement brûlée et tout. Le mec fait oh, ça va, tu pipotes, n'importe quoi. Ça, c'est Michel, il exagère tout le temps de toute façon. Mais vraiment, en plus. Michel, voilà. tu pèles un peu. Bon. Tchernobyl. Merci pour ces deux recos. Du coup, c'est Barry et Tchernobyl qui sont tous les deux sur OCS. Moi, ma reco sur OCS, vous vous en doutez, c'est The Last Watch, un documentaire sur la dernière saison de Game of Thrones qui met en lumière beaucoup les petites mains, et en tout cas les mains invisibles, les figurants, l'équipe technique. Il y a un gars, du coup, j'ai pas tout regardé, mais il y a un gars, son boulot, c'est de faire la fausse neige. Et vraiment, du coup, il a eu beaucoup de boulot. Ah ouais. Il y a le mec qui joue le Night King qui est avec et sans les prothèses, et que quand il les sent, il est là en mode bonjour les fans, vous savez peut-être pas qui je suis, mais c'est moi le Night King, je suis content d'être là. Il est trop chou, il est trop humble. Enfin bref, beaucoup d'émotions et beaucoup aussi d'hommages à tous ces gens sans qui on n'aurait pas eu Game of Thrones, parce que au bout d'un moment, on peut critiquer le scénario, mais il y a quand même des gars qui ont créé des armures, des casques, des figurants, des décors et tout, et c'était trop bien. Donc regardez The Last Watch, je pense que c'est cool. Il y a aussi quand même Watchmen qui arrive. Oui, mais à la rentrée, ça, je crois, en automne. Ah, peut-être. Il me Ok. semble que c'est après l'été, mais ça va être la grosse nouveauté HBO, c'est une adaptation en série du comics Watchmen qui est aussi devenu un film, et il me semble que c'est un préquel des Watchmen, je sais plus. Ou un sequel, je sais plus. Des années après. Ah, ok. Et c'est sur l'héritage de ce qui Rorschach, s'est ou passé je dans sais pas les. quoi. Voilà, exactement. Sur de ce qui s'est passé dans le comics. Et surtout, c'est Damon Lindelof, le showrunner. Oui, Damon Lindelof qui a fait Lost, ok, et qui a fait après The Leftovers. Donc beaucoup de gens sont contents par rapport à Lost, où Oui, on n'est pas beaucoup à être absolument, content. absolument. Et je pense que pour HBO, c'est potentiellement, d'une certaine façon, le nouveau Game of Thrones. C'est une licence que les gens aiment bien, mais qui est pas non plus le truc le plus connu du monde. On fait une série longue sur un truc, il y a, enfin. Il y a a moyen. Mystère à gogo. Ouais. Mais Damon Lindelof, c'est quand même pas mal illustré avec The Leftovers, qui, moi, une série que j'arrive pas à regarder tellement ça chiale et que tellement ça fait chialer. C'est- et ouais, tellement c'est c'est dur. vraiment genre des lasagnes de malheur qui arrivent à des gens, tu vois. Lasagne de malheur. Mais bon, apparemment, voilà, pour les gens qui kiffent le spleen, c'est super cool. Moi, en tout cas, c'est un tour de force réussi pour Damon Lindelof, et un exercice de cohérence réussi pour Damon Lindelof, parce qu'il avait peut-être moins les mains liées que pour Lost, qui était quand même sur ABC, donc Une grosse chaîne. un gros network qui n'est pas HBO. Et donc voilà, donc a priori Espérons. ça va être bien. Et aussi ce Seigneur des Anneaux avec Brian Cogman, quoi. Oui, tout à fait. Donc Brian Cogman, meilleur scénariste de Game of Thrones, qui va bosser sur la série Le Seigneur des Anneaux, qui, aux dernières nouvelles, est un préquel sur Aragorn et sa vie avant qu'il devienne Aragorn, en tout cas grand pas. Étant amoureuse d'Aragorn depuis 20 ans, je ne peux qu'être ravie de cette nouvelle. Donc nous verrons. Merci beaucoup Teki d'être venu. Merci à toi de m'avoir reçu et d'avoir mis de l'ordre dans mes idées. Toujours là pour Merci ça. à Fab aussi. Merci Fab d'avoir tenu tout ce long. Et merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast, que ce soit en live ou en replay. Bisous et à bientôt dans un micro. Salut. Salut. Salut.